entre Bron et Chassieux Eurexpo. On y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, on va revenir sur tout ce qui s'est passé depuis le départ de ce Tour de France. Incroyable. On a l'impression de ne pas être encore complètement parti, puisque c'est demain seulement que nous quitterons Villeurbanne, le Grand Lyon, donc la belle ville de Villeurbanne, pour rejoindre Dijon. C'est là que le Tour de France commencera à rouler vraiment vers Paris. Et pourtant, il s'est passé déjà bien des choses. Alors on va respecter le suspense, Robert, parce que vous savez, il y a peut-être quelques téléspectateurs qui étaient sur la plage tranquillement et qui arrivent seulement pour prendre des nouvelles du Tour. On ne va pas parler tout de suite de ce qui s'est passé ce matin. On va vous rafraîchir la mémoire. On va tout d'abord revenir très vite sur le prologue d'hier. On va vivre ça ensemble. Pas inutile du tout. Pas inutile du tout. Et ensuite, on va se rafraîchir la mémoire petit à petit pour arriver jusqu'à cette belle épreuve qui est le contre-la-montre par équipe. Alors installez-vous tranquillement. Une petite boisson fraîche peut-être près de vous, car il fait bien chaud partout, je crois, partout en France. Et c'est parti tout de suite, si vous le voulez bien, avec Régis Forissier et Daniel Thierry aux manettes pour le résumé du prologue d'hier. On se rafraîchit, on en a besoin, mais on se rafraîchit la mémoire. C'est parti pour le prologue d'hier, où l'on retrouve quelqu'un que l'on connaît bien avec un vélo particulier. C'était Laurent Fignon. Petite déception pour Laurent Fignon, Robert. C'est la première leçon qu'on peut tirer, même s'il n'attendait pas grand-chose de ce prologue. Laurent perd 22 secondes. Il se classe 64e. Au moins maintenant, il est fixé par rapport aux autres favoris du Tour, bien que les choses aient un peu évolué depuis. Mais il sait qu'il est dans une condition actuelle aussi favorable que peuvent connaître quant à eux Herrera, Breuking et d'autres. Seulement Fignon avait besoin d'un test contre la montre sur une distance un peu réduite pour lui. Il s'en est bien sorti, mais pas de quoi crier au miracle quand même. Voilà, pas de quoi crier au miracle. Alors, tandis que Greg LeMond s'élançait, eh bien, on retrouvait ici d'autres, Shane Kelly notamment, et puis Johan Breunel, et là Gianni Bugno. Bugno qui lui va perdre 18 secondes. C'est pas terrible pour Gianni, même si ce n'est pas vraiment un spécialiste de ce genre d'exercice. Enfin, il avait déjà remporté des prologues et là, il semble bien qu'il n'ait jamais été dans l'allure. Est-ce que la température ne lui convenait pas? Est-ce que depuis qu'il est devenu champion d'Italie la semaine dernière, il a dû relâcher quelque peu l'entraînement? Toujours est-il qu'il aborde le Tour dans des conditions plus difficiles que prévu. Pedro Delgado, lui, perd 17 secondes. Il se classe 34e. Ce n'est pas très bien non plus pour Pedro. Oui, mais il est enfin, parti à l'heure. C'est ce que j'allais vous dire. Il n'a pas manqué le départ. On fait l'allusion, bien sûr, au malheur de Pedro, il y a 2 ans maintenant, qui avait manqué le départ de ce prologue. Et puis on retrouve les autres avec Raúl Alcalá notamment. Alcalá qui perd 15 secondes et se classe 23e. Voilà donc comment on pouvait planter le décor de ce prologue. Avec ici Capucci, Claudio Capucci, lui il est 22e à 15 secondes. C'est pas terrible non plus pour Capucci, mais ce n'est pas sa spécialité non plus. Il faut non, lui, comme les autres Italiens, il semble qu'il ait passé une semaine difficile. Capucci nous avait un peu habitués à mieux, mais 15 secondes encore une fois. Van Hooijdonk 12e à 13 secondes, c'est bien pour le grand rouleur belge. Et puis on va retrouver maintenant les bonnes surprises de la journée, enfin ceux qui ont bien réussi. Rolf Goltz, il est 11e à 11 secondes. C'est bien pour l'Allemand Goltz de l'équipe Ariostea. On reparlera sans doute beaucoup de lui dans ce tour. C'est un baroudeur, Rolf Goltz, un très beau coureur. Toujours là quand il le faut et un finisseur exceptionnel. Et puis, puisqu'on parle des surprises, on va avouer que c'en est une et une bonne. On savait qu'il revenait bien en forme, on l'avait vu au Giro dans de bonnes conditions. Il a gagné sa place pour le Tour de France. Jean-François Bernard de l'équipe Banesto à 10 secondes seulement, 2 x 5 du vainqueur, 8e de l'étape, Jean-François. C'est là une bien belle performance. Ekimov a réussi également une performance de bon niveau à 9 secondes seulement. Il est 8e, le soviétique. Et puis là on arrive au costaud, si je puis dire, avec Indurain qui perd 9 secondes seulement, 7e position. Pour Miguel Indurain, toujours très beau sur son vélo. Et toujours parfaitement à son aise. On reparlera des Banesto tout à l'heure. La journée n'a peut-être pas été très bonne pour eux. Je vous livre déjà un petit indice pour la suite des opérations. Naidam pour Buchler. Naidam, on sait que c'est un bon poursuiteur. Le parcours s'y prêtait. Et puis derrière, Maori, Melchior Maori qui confirme tout le bien montré au Tour d'Espagne notamment. Regardez la puissance de Maori dans le final. Mauri sera sans doute une des figures les plus populaires du Tour de France parce que les Français aiment bien les bagarreurs, il en fait partie. Et puis on soulignera également la performance de Francis Moreau. On a cru un instant qu'il allait gagner ce prologue, il a été longtemps en tête.
Mais il a été dominé finalement de 7 secondes. Il remporte la 4e place de ce prologue. Grand espoir. Et puis Greg LeMond, 3e. Il monte déjà sur le podium. Il a le maillot jaune pour quelques kilomètres. Pour 5 km 400, il va le perdre. Hier après-midi, il se classe 3e à 3 secondes seulement du vainqueur. C'est un indice. LeMond est en grande forme. Il a annoncé la couleur dès hier. Et avec lui, on va trouver un autre coureur. C'est Eric Breukink. Lui aussi, le match est pratiquement lancé. LeMond, Breukink, et on en reparlera tout à l'heure. C'est extraordinaire de revoir ces hommes qui ressuscitent au moment où le départ du Tour de France est donné. C'est vrai que c'est une tactique étonnante. Comme ils mènent leur saison maintenant, ils font l'impasse pratiquement sur tout le reste. C'est peut-être un peu embêtant pour le cyclisme en général, mais en tout cas, on ne va pas leur reprocher. Oui, mais il y a des hommes comme ça. Regardez Salviac, depuis qu'il refait le Tour de France, il n'est plus le même homme. Et ben, celui-là non plus, il n'est pas le même homme pour les prologues. Il s'agit bien sûr de Thierry Marie. Dossard 96, Castorama, il prépare ce prologue depuis 4 mois. Il l'a bien préparé, il remporte l'épreuve. 5 km 400 avec une moyenne de 52 km 365. 6 minutes 11 secondes. Amusez-vous à faire 6 km 400, vous aurez des surprises. Amusez-vous, ça laisse rêveur. 5 km 400. Thierry Marie premier, Breukink deuxième, LeMond troisième. C'est donc Thierry Marie qui endosse le maillot. C'était non pas la bonne surprise parce qu'on s'y attendait. Le premier maillot jaune donc, avec un coup d'œil sur le classement. Marie, Breukink, LeMond, Moreau, Maury, Naidam. Ces noms donc qu'il fallait retenir, les grands bénéficiaires de la journée, c'était Greg LeMond et Eric Breukink. C'était un indice capital, Robert, pour la suite des événements. On savait que ces deux-là avaient préparé leur affaire. Vous croyez qu'ils annonçaient donc la couleur d'aujourd'hui? Et oui, la couleur pour l'après-midi. Alors on vous laisse encore 3 minutes, puisque nos amis de l'Eurovision nous rejoignent à 16h10. Donc à 16h11 avec Régis Forissier, nous revivrons l'étape de ce matin et il s'en est passé des choses. Alors pas d'écart de 10 minutes comme l'année passée avec Chiappucci, vous vous en souvenez, avec Massen, avec Pinsec et Bauer, mais tout de même une actualité très chaude et des très beaux coureurs devant. Vous le savez sans doute, si vous avez regardé le 13h avec Salviac, si vous avez suivi la radio Europe 1, la radio du Tour, vous savez tout ça. Mais si vous ne savez rien, on va vous laisser le suspense pour vivre le résumé dans 2-3 petites minutes. Pour l'instant, je vous propose une image. C'est l'image de ce matin, les remises de distinction. Il faut s'habituer à tous ces maillots. Et on va voir ce qui s'est passé ce matin avec le maillot jaune, bien sûr, de Thierry Marie, mais également une distinction pour un coureur français qui nous fait plaisir. Regardez, Thierry Marie, lui, il est allé signer le fameux livre d'or du sponsor du maillot jaune. Et puis lui, c'est Laurent Jalabert. Laurent Jalabert, c'est le meilleur jeune du Tour. Il reçoit le trophée 92, alors que Michel Noir, lui, donnait le départ de l'étape de ce matin. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour la matinée. Alors Robert, avant d'en venir au résumé Eurovision qui nous sera proposé dans 1 minute 30 maintenant, j'aimerais qu'on parle de ce contre-la-montre par équipe que nous suivrons cet après-midi. Il est assez court, ce contre-la-montre par équipe. Contrairement aux habitudes, on a vu des 60, des 70 km. Oui. Là, c'est 36 km 500 seulement. Ça va être un exercice très particulier. Et si vous saviez que c'est l'épreuve peut-être la plus redoutée des coureurs au début du Tour de France, c'est la demi-étape de l'après-midi. Par une chaleur aussi torride que celle-ci, dans la possibilité donc de prendre un repas à peu près normal entre l'étape en ligne de ce matin, au cours des 3 heures dont disposaient les coureurs, pour repartir contre la montre sur 36 km 500 par équipe. Alors malheur à celui qui dans une équipe n'est pas bien. Delgado s'en est aperçu il y a 2 ans que ses équipiers avaient littéralement porté jusqu'à la ligne. Brit Fringal, il se demandait ce qui lui arrivait. Il n'avait pas été le seul trahi de cette façon. Mais j'ai peur qu'aujourd'hui, et je le répète, compte tenu de la chaleur qui empêche d'avaler toute nourriture, il soit très difficile de trouver exactement ce qui convient en éléments liquides. Eh bien, en tout cas, on va retrouver, donc comme promis, il est 16h10, on va retrouver maintenant nos amis de l'Eurovision et Régis Forissier, voilà, peut nous proposer une image avec tout de suite le résumé de la matinée. Alors, nous sommes toujours dans notre bonne ville de Lyon, le parc de la Tête d'Or, le lac du parc de la Tête d'Or. C'est vrai que Michel Noir le disait hier, l'image de Lyon qu'on a parfois, c'est l'embouteillage de Fourvière. Il y a autre chose à Lyon. Et d'autres bouchons qui sont bien sympathiques. Et nous étions très heureux de montrer tout cela. Alors on avait le sourire ce matin. Thierry Marie ne se doutait sans doute pas qu'il aurait autant de difficultés à défendre son maillot, car on peut vous le dire tout de suite, le maillot de Thierry Marie est tombé, il l'a perdu, mais il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup de belles choses avec une attaque dès le départ là, de cette bonne ville de Lyon avec Michel Dernier, qui est toujours là, le Belge, au départ. Et
ont quitté la ville de Lyon et tout de suite une attaque. L'attaquant du Tour de France est le 166 Jaherman du groupe Weyman et Dimers. Vous avez entendu Philippe Bouvet, notre ami du journal d'équipe, qui est le speaker qui informe les journalistes qui suivent la course dans les voitures. Eh bien, il l'annonçait, Jaherman, Rolf Jaherman, dossard 166, le Suisse, nouveau venu dans le Tour de France, se lançait dans une attaque et il ne se doutait sûrement pas, Robert, qu'il allait provoquer une cassure très importante. Oui, mais lui a peut-être de la mémoire. Il s'est souvenu que l'an dernier, ça avait souri très largement à 4 hommes qui avaient eu cette audace, tandis que Washall été victime d'une chute. Il va tarder un peu à repartir parce qu'il est sérieusement touché. Je ne pense pas que la suite de son Tour de France soit compromise. N'empêche qu'il va terminer dernier de l'étape. Oui, alors j'espère que vous ne faites pas de preuve de trop d'optimisme, Robert, parce que j'ai peur pour lui. Dans cette étape contre la montre par équipe cet après-midi, les aides vont-ils être obligés de le sacrifier? Vous savez qu'on ne fait pas de cadeau pour les délais d'élimination. Nous en reparlerons tout à l'heure dans le direct. Nous retrouvons Jaherman, Rolf Jaherman, seul en tête. Et derrière, ça bouge beaucoup. Il va y avoir une cassure avec un témoignage de Charlie Mottet qui me disait après l'arrivée: c'est parti un peu bizarrement dans un virage à gauche, on a été un peu déporté. J'ai vu qu'il y avait 10 ou 11 hommes devant. Je me suis dit je peux faire l'effort pour y aller. Mais je me suis retourné, j'ai vu que Fignon était là, que Chiappucci était là, que Delgado était là. J'ai dit on va rentrer sans trop de problèmes. Eh bien vous le verrez tout à l'heure, on n'est pas rentré car la cassure va avoir lieu, voici, dans quelques instants. Ce long virage, le peloton est là-bas au bout et le peloton ne réagit pas. Vous avez reconnu peut-être un maillot, celui du champion du monde, il est là en effet. C'est le champion du monde Rudy Danens, il est ici. Et puis on s'aperçoit tout de suite qu'il y a du beau monde. Regardez qui est là, le dossard 22, c'est celui de Alcala. Il y a la Cornillet, il y a la Breukink et son maillot vert. Eric Breukink est là et Greg LeMond. C'est la sensation du jour, Breukink et LeMond. Ceux qui avaient déjà frappé très fort la veille sont dans ce groupe de 11. Comment se fait-il, Robert, qu'on n'ait pas réagi derrière ? Parce que d'abord la présence de Lemon devant semblait indiquer que toutes les autres équipes allaient s'unir pour aller chercher Lemon, plus Breukink, plus Alcala, plus ceux que vous avez cités tout à l'heure. Mais Lemon anime s'est échappé avec Cornillet, son équipier. Ils savent lorsque l'allure descend à moins de 50, ce qui est déjà extrêmement rapide, ils repartent, ils relancent. Regardez-les, tout le monde est à fond et curieusement, cela prouve qu'ils ont le moral. Ils ne se retournent pas. Lemon fixe tout. Regardez Greg, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un petit signe à Breukink. Vas-y Coco, il faut y aller, c'est le bon coup. Et Breukink l'a compris, ce sont des alliances de circonstances. Il roule, oui. Il y a là Lemon, Breukink, Abdou Japarov, Sorensen, Kelly, Alcala, Jaherman, De Lyon, Danens, Vermote et Cornillet. Et la bonification. Et la bonification pour Abdou Japarov, le sprinter le plus rapide de ce groupe, on le verra tout à l'heure. Mais aussi la deuxième place pour Greg Lemon, qui grappille des secondes, 4 secondes. Ça suffirait pour prendre le maillot jaune si d'aventure ils allaient au bout. Jean-François Bernard fait l'effort en tête du peloton, mais il sera seul. Les Carrera ne roulent pas assez, les Banesto, Indurain, Delgado et les autres ne font pas le travail. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils pensent toujours que d'autres le feront à leur place. C'est une erreur. L'histoire n'a pas rappelé donc l'an dernier, il avait fallu se méfier et que Chiappucci n'a été revu que par Lemon à l'arrivée à Paris. On évoquait déjà cela hier sans savoir qu'aujourd'hui, sans que les comparaisons puissent être possibles, mais ça s'est quand même bien passé comme ça. Alors, l'écart grandit, nous sommes là à plus d'une minute 30. Roger Leget vient voir Greg Lemon, il lui dit vas-y, c'est le bon coup. Derrière, ça s'organise mal, ça roule mal, il faut rouler. Bien sûr, Breukink est là, bien sûr, Alcala est là, mais il y a un coup à jouer, ce qui est pris. Oui, comme disait l'autre. Et Lemon n'a même pas eu un regard pour Danens, le champion du monde, qui lui aussi ressuscite comme par miracle, parce que c'est le Tour de France, son épreuve de prédilection. Il a pris une bonne place à l'étape. Il est donc en tête parmi les hommes de tête du classement général, Danens, et pas fâché finalement d'avoir réussi cette échappée en compagnie d'hommes aussi prestigieux, qui jusqu'au bout semblent disputer une individuelle sur la piste. Regardez Patrick. Avec Greg Lemon qui flaire les bons coups, qui prend des bonifications au passage. Et Greg Lemon, pour l'instant, a joué le bon coup. Breukink sait que si ce groupe arrive, il ne prendra pas le maillot jaune, mais il se contente de cela. 114 km 500 seulement, mais le bon coup est là. Et on va assister donc à la grande sensation dès le départ du Tour de France. Grande sensation avec ce groupe royal qui va, vous l'avez deviné maintenant, préserver son avance et reléguer à plus d'1 minute 40, reléguer eh bien, tous ceux qui sont pourtant candidats à la victoire finale, Delgado, Bugno, Chiappucci et les autres. Danens a lancé comme d'habitude le sprint de très loin.
le long des barrières afin que personne ne puisse s'infiltrer là, et donc obligé de prendre le vent, mais on attaque et le soviétique Abdou Yaparov, très rapide depuis le début de la saison, il le démontre, vient donc ajuster Sean Kelly. Troisième Greg LeMond, quatrième Dan Hens. Voilà un petit coup d'œil donc sur Greg LeMond, ravi de cette aubaine. Et il peut être ravi, Greg, car lorsqu'on fait les comptes, on s'aperçoit qu'il prend la tête du classement général. Il va être en jaune dès le premier jour de course, devant Breukink à 11 secondes, Abdou Japarov à 23, Sorensen à 23, Kelly à 25. Quant au sprint du peloton, eh bien c'est pour Van Poppel devant Museux, Bomans et Étienne Deville et Laurent Jalabert. Voilà donc des indices pour l'étape au sprint, les étapes au sprint qu'on risque de vivre dans les jours à venir. Voici donc Greg LeMond en jaune. C'est peut-être une surprise pour Greg de se retrouver en jaune si tôt. Mais c'est un bien beau coup qu'il a réussi là. S'il avait besoin d'effacer quelques doutes, en tout cas ce matin, il a dû tout oublier et sans doute persuadé que jamais, je dis bien jamais, il n'a attaqué le deuxième jour du Tour de France dans d'aussi bonnes dispositions et d'aussi bonnes conditions, car tous ses adversaires sont restés KO derrière. On en vient, Robert, si vous le voulez bien, à l'actualité du jour, la deuxième actualité du jour. On se remet de nos émotions. Cette échappée royale, oh là là, c'est extraordinaire. Premier jour, on se retrouve avec 11 hommes en tête, dont Breukink et LeMond, avec Kelly, Alcala et les autres. Et Gilles de Lyon, on l'a pas assez dit. Gilles de Lyon qui fait une des belles opérations aussi et qui nous rassure aussi quant à son état de santé. On s'intéresse maintenant au contre-la-montre par équipe qui peut tout remettre en cause. On va maintenant dresser le tableau de ce qui se passe cet après-midi. Le règlement tout d'abord. Alors, vous suivez ici l'équipe Toshiba. Il y a bien sûr les 9 coureurs ensemble. Ces 9 coureurs doivent terminer ensemble pour être crédités du même temps. Si d'aventure ces coureurs ne sont pas ensemble, on prendra pour l'équipe le classement sur le 5e homme. C'est bien clair, le 5e homme, classement. Tous ceux qui sont avant lui ou en même temps que lui sont crédités de ce temps. Ceux qui sont derrière, bien sûr, perdent autant de temps qu'ils ont perdu sur leur coéquipier. Temps réel. Temps réel sur le 5e. Seule petite finesse, on limite à 5 minutes. Donc en fait, il faut retenir le chiffre 5 et on s'en sort. Temps sur le 5e homme. Et on limite à 5 minutes le handicap par rapport à l'équipe qui a gagné. C'est-à-dire que si vous perdez 7 minutes sur l'équipe leader, vous n'en perdez que 5. Très important également, les éliminations. Si vous terminez 9e de votre équipe, plus loin que le délai d'élimination par rapport au meilleur temps, eh bien, vous êtes éliminé du Tour de France. C'est déjà arrivé. Et c'est arrivé souvent. Et c'est le problème, peut-être pour Valsol. Si les aides font l'étape à fond, eh bien, il va y avoir un problème, car ils vont peut-être condamner Valsol. Et dès que Jean-Paul Olivier le pourra, puisque Jean-Paul est bien sûr sur place sur la ligne d'arrivée, il recueillera les impressions de ces coureurs qui ont été très vite ce matin, mais très vite, et qui vont le payer peut-être. La prochaine équipe qui nous rejoindra après l'auto, c'est RMO, et sans doute Jean-Paul choisira Charlie Mottet ou un autre coureur de chez RMO pour nous donner des tuyaux sur les difficultés de ce parcours. 36 km 500 à bloc après l'étape de ce matin, ça risque d'être très ça se voit déjà, certains se précipitent dans l'abri dès qu'ils se présentent et puis ont du mal à s'accrocher. Mais nous détaillerons un peu plus longtemps tout à l'heure. Légère déception, Jean-Paul, avant que vous nous racontiez, en ce qui concerne les lotos. On vous écoute, mon cher Jean-Paul. Oui, j'allais dire que c'était effectivement une déception du côté du loto parce qu'ils réalisent 42-37 et qu'ils font moins bien d'ailleurs que les deux équipes espagnoles, Amaya et Claas. L'équipe espagnole Claas a réalisé le meilleur temps pour l'instant en 42-08 et l'équipe Claas a aussi, sur beaucoup d'équipes d'ailleurs, réalisé le meilleur temps intermédiaire en 20 minutes et 12 secondes. 20 minutes et 12 secondes pour Claas au meilleur temps intermédiaire. Merci Jean-Paul. Et pour compléter ces informations, eh bien, au kilomètre 17,5, donc le temps intermédiaire, 20 minutes et 12 secondes pour Claas. Gatorade, l'équipe de Gianni Bugno, avait perdu 13 secondes sur eux. Amaya 14, Lotto 17 et RMO 29 secondes. C'est dire que l'équipe Claas a mis la barre assez haut. Et vous voulez pas qu'on fasse connaissance justement avec elle? Oui. Je vous laisse la lecture de la liste. Ah bah c'est Ruiz parce que vous ne voulez pas que je vous la donne de mémoire. Non si. Non, impossible. Non, on va pas jouer ce jeu-là. Ruiz Cabestany, bien sûr, le leader de classe, vous le connaissez. Pello Ruiz Cabestany. Il y a là d'autres Espagnols comme Manuel Dominguez, comme Douche Ballestar, je prononce mal, je sais.
comme Espinoza, Inaki Gaston qu'on connaît très bien sûr. Il y a un Basque qui répond au nom de Leanis Barrutia. Il y a Mauleon Yusuen et Oliveira. Du côté du sud-ouest, on doit bien rigoler en m'entendant prononcer les noms espagnols. Mais je salue nos amis du Berne notamment et d'Orthez. Et bien il y a aussi Nico Emmons, le Belge. Voilà pour la composition de cette équipe classe. Une équipe de beaux rouleurs, elle vient de le prouver. Et on suit là Tonton Tapis en image. On va tout dire, Robert, il ne s'agit pas d'une panne de micro. Mais cette année, nous avons décidé de laisser souffler un peu l'image de temps en temps, car c'est vrai qu'on a envie de vous dire plein de choses, de vous faire partager plein d'émotions. Et on va essayer de ne pas trop non plus vous saouler de paroles. Oui, et puis on l'a dit, il n'y a pas que pour les coureurs que la deuxième demi-étape de l'après-midi est difficile. Pour nous, elle peut l'être aussi. Alors, récupérons. Le tour est encore long, 3 semaines avant de redéboucher sur les Champs-Élysées. Et il est déjà parti pour être plus passionnant qu'espéré. Les Tontons Tapis. Alors c'est une équipe, ça va permettre de faire un petit tour d'horizon des coureurs de ce Tour de France 91 avec Stéphane Roche bien sûr dans cette équipe. Là c'est Atle Pedersen de dos, là, dossard 207. Devant lui vous avez Laurent Pilon qui était là. Jean-Claude Colletti est à gauche avec son dossard 203. Alors qu'on retrouve ici tout près de l'arrivée l'équipe RMO qui va être battue par l'équipe classe assez nettement. RMO avec Motet, Caritou, Claverola, Laurent, Lino, les deux frères Madio, Ribeiro le Brésilien et Michel Vermotte, le Belge. Voici donc l'équipe RMO qui n'est pas en train de réaliser un temps très canon, comme on dit. Et qui ne doit pas s'attendre à ce que les classes, enfin qui ne s'attendait pas jusqu'ici, à ce que les classes fassent mieux. Là, le leader tient à mener jusqu'à la ligne d'arrivée. Il serait bon que les sprinters de cette équipe, ne serait-ce que pour gagner quelques dixièmes de seconde, se dégagent. Non. Une bonne chose tout de même, c'est que les 9 coureurs sont arrivés ensemble. Et c'est un bon choix tactique. C'est vrai qu'il vaut mieux arriver 2 minutes plus tard peut-être avec tout le monde que de perdre 2 coureurs en route et de risquer l'élimination. Les haut-parleurs fonctionnent bien aujourd'hui, on les entend même d'ici. Quelques coureurs vont pouvoir posséder un poste autoradio à l'intérieur du casque et s'entretenir avec leur directeur sportif. Ça va devenir étonnant. Robert, vont se mélanger les longueurs d'onde. Vous saurez tout ça ce soir en regardant le journal du Tour. Avec Gérard Rolls, avec Dominique Leglou, avec Thierry Blanco, avec Jean-Paul Olivier bien sûr. Vous suivrez le journal du Tour et vous saurez tout sur ces casques. Alors que Jean Mamère lui vous proposera le résumé de l'étape. Le journal du Tour proposé à 19h30 comme chaque soir. Avec toute l'équipe donc qui a déjà trouvé sa vitesse de croisière, un peu comme l'équipe Tonton Tapis. Alors ce Pedersen dossard 207 sur la gauche, essayons de le repérer et renseignements pris, nous vous dirons si véritablement il s'est déjà illustré dans d'autres domaines, puisqu'il paraît qu'il a remporté le Grand Prix de l'Eurovision il y a 4 ans avec le groupe Aquin. Vous y croyez vous? Je sais pas, j'ai pas entendu chanter. Le 207 derrière, il s'agit de Atle Pedersen donc. Dirk De Wolf avec son dossard 204. Patrick Jacobs est là en dernière position. Il y a de bons éléments dans cette équipe avec Pilon, élément très solide, avec Colletti qui est bon partout, De Wolf dont on n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'a déjà pas remporté une dizaine de classiques. Et Colletti, vous ne croyez pas avec son dossard 203 qui pourrait en remporter des classiques? Il y a les deux Roches, les deux frères se retrouvent réunis cette année. Je suis un peu inquiet d'ailleurs pour Laurence Roche. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ce matin. Il est arrivé très tard et visiblement pas très frais. Est-ce qu'il est en condition pour réussir ce Tour de France, le frère de Stéphane? Il a perdu 8 minutes 13 ce matin. Il n'y a que 3 hommes derrière lui, dont Poisson, le dernier, qui lui a perdu 18 minutes 42. Au revoir messieurs. Beaucoup de monde ce matin, beaucoup de monde. Cet après-midi aussi. Avec une région lyonnaise qui s'est mobilisée autour du Tour, si je puis dire. Vous avez aperçu... Oui, allez-y, mon cher Robert. Vous avez remarqué la présence d'un groupe de Colombiens, de supporters colombiens, qui vient passer ses vacances en Europe et qui n'attend qu'une chose, c'est l'arrivée des Colombiens. Tous les panneaux sont prêts.
Pour une fois, les reporters journalistes colombiens ne font pas le chahut dans la tribune, se taisent, attendent le moment où Herrera va passer la ligne d'arrivée. Là, ça sera le grand triomphe. Alors cette tribune n'est pas très pleine et on en parlait ce matin avec les responsables de ce Tour de France pour la région lyonnaise. Ils vont revoir la manière d'inviter les gens, car c'est vrai que lorsqu'il y a une tribune réservée à des VIP, comme on dit maintenant, eh bien ces tribunes sont généralement vides, les gens reçoivent des invitations, s'intéressent pas particulièrement au vélo. Et ceux qui aiment vraiment le vélo sont relégués très loin, alors qu'ils ne peuvent pas profiter de ces tribunes. Je pense qu'il faudrait, une fois que le Tour est parti, ouvrir la porte de ces tribunes et ne pas les réserver seulement Très bonne suggestion. Aux invités. C'est vrai, le Tour est ainsi le Tour. Oui, est une épreuve éminemment populaire. Laissons-la. Voilà, on assiste à l'arrivée de l'équipe de Bugno, les Gatorade. Et ensuite, on jettera un petit coup d'œil avec la caméra Daniel Thierry sur les Colombiens dont on vous parlait. Bugno n'a même pas fait le sprint pour emmener son équipe. Il ne part pas aussi facilement dans ce tour qu'il l'espérait. Et ce groupe avait perdu en cours de route 2 unités qui doivent maintenant être renseignées sur la présence sur la ligne. Voilà, regardez nos Colombiens. Regardez-les. Les supporters dont on vous parlait. Ils sont là. Ils cherchent les caméras. Et ils font du bruit. C'est sympathique en tout cas de retrouver des Colombiens. Ça fait un grand voyage quand même. Hein. Parce que, regardez ça. Je crois, à moins que ce soit les Colombiens de Lyon. Possible qu'ils s'installent dans la région. Voilà. On revient à la course avec l'équipe Carrera maintenant. La Carrera qui aura à cœur de rattraper les bêtises, on peut employer le mot, hein, de ce matin. Car même s'ils ont gagné l'étape avec Abdou Japarov et pris le maillot vert, eh bien je puis vous dire que c'était un peu la soupe à la grimace tout à l'heure. Parce que l'addition est assez lourde pour Chiappucci. Et on sait que Chiappucci était là pour gagner le tour. Alors les 2 meilleurs éléments de cette formation pour cet exercice très particulier, en dehors de Chiappucci le leader, c'est Abdou Japarov, bon tant pis, et auquel on ajoutera le Yougoslave Palic. Ils sont tous habitués à ce genre d'épreuve. Alors on fait un petit tour d'horizon également avec Zaina, Enrico Zaina qui fermait la marche juste derrière Pavlik, Jurgé Pavlik. Chiappucci. Oui mon cher Jean-Paul. Oui, pour vous dire que donc l'équipe de Bugno en a terminé en 2e position pour l'instant et je peux vous dire que Bugno faisait un peu la grimace en passant la ligne. Il n'est peut-être pas très satisfait de sa performance puisque l'équipe classe est toujours en tête donc en 42,08 et la moyenne horaire de cette équipe espagnole est de 51 km 477 et que l'équipe Gatorade termine derrière. Charlie Mottet arrive près de nous. Charlie. Voilà, Charlie Mottet qui va nous parler un petit peu de ce parcours. Il arrive tout doucement vers nous. Voilà Charlie. Alors parlez-nous un petit peu de ces quelques kilomètres qui séparent donc Bron de Chassieux. Ouais, il y a une gros bonne face pour aller et Vando pour rentrer. C'est un parcours où il faut rester très homogène et on a dans la dernière petite côte à 6 km de l'arrivée on s'est cassé en 2 donc sinon on a été assez homogène donc à part à 6 km de l'arrivée où on a perdu un petit peu de temps. Alors c'est un parcours où il faut mettre du braquet apparemment. Oui, tout à fait. Et puis je crois qu'il faut rester très homogène et pas faire sauter toute l'équipe. Et je pense que c'est un très beau parcours en tout cas pour une grosse équipe de rouleurs. Vous qui êtes un bon analyste et qui avez l'œil, que pensez-vous de cette échappée de ce matin? Vous l'avez vu partir. Oui, tout à fait. Et vraiment, je pensais que ça serait qu'une péripétie. Et puis finalement, ils ont pris 30 secondes, je dirais comme ça. Ça s'est regardé un petit peu. Il y a eu une chute à ce moment-là. Un virage raté et puis après quand ils ont eu 40 secondes d'avance à partir de ce moment là ça roulait très fort et ça s'est fait en costaud après. Jean-Paul, juste pour vous dire que l'image illustre parfaitement ce que vient de raconter notre ami Charlie Mottet, parce qu'au moment où il disait que dans la petite bosse là il ne fallait pas laisser éclater l'équipe, on a vu éclater littéralement l'équipe Carrera. Ça va très mal pour Chiappucci. Machler, Abdou Japarov et Zaina ont été lâchés. Et les Carreras sont obligés d'attendre. On vit vraiment un épisode terrible pour Chiappucci. Ils ne sont pas en nombre suffisant pour franchir la ligne d'arrivée. Et c'est le fameux coup de pompe de la fringale dont je vous parlais tout à l'heure qui a fait pour victime. Et ça a été extraordinaire en moins de 30 secondes. Abdou Japarov qui menait, s'était détaché dans la côte, avait pris une dizaine de mètres à ses coéquipiers. Et lui maintenant compte 300 mètres de retard. On a vu Chiappucci vraiment grimacer. Merci Jean-Paul en tout cas pour le témoignage de Charlie. Avec
au moment où il disait il faut faire attention dans cette bosse de ne pas éclater, à ce moment même, on voyait le maillot vert d'Abdou-Japarov. Et puis Meichler, c'est quand même surprenant, Meichler est un bon rouleur d'habitude, craqué complètement. Alors Zaina est parvenu à rentrer, Enrico Zaina, mais aussi bien Meichler qu'Abdou-Japarov étaient retardés. Et ça, c'est un gros coup dur pour Capucci, qui va sans doute multiplier les secondes de retard sur la ligne d'arrivée. Oui, Patrick. Oui, Jean-Paul. Je voulais simplement aussi ajouter que Capucci ne m'a pas paru au mieux ce matin. Vous savez, j'ai recueilli ses impressions à l'arrivée. Et vous savez, il a fait la grimace lorsqu'il a appris d'abord que Lemon Breaking avait pris un peu plus de temps. Et il était vraiment fatigué. Il ne s'est pas présenté au mieux. Et comme Charlie Mottet est encore près de nous, je voulais lui demander ce qu'il en pense de Capucci. Oui, tout à fait. Il a un petit peu tardé à boucher le trou. Et ensuite, il n'a jamais pu, enfin pour l'état de ce matin, boucher cette différence. Et je crois que c'est un signe. Et puis je crois que pour cet après-midi aussi, ça a roulé très fort ce matin. Il y a eu des équipes qui ont fait de grosses poursuites, comme Banesto, comme Gatorade, etc. Donc ça risque de marquer les organismes encore aujourd'hui. Voilà l'analyse donc de Charlie Mottet. Merci Charlie. Je vous laisse regagner votre campement, si j'ose dire. Et là, on est vraiment inquiet pour l'équipe Carrera à 20 km de l'arrivée. C'est vraiment difficile ce qui arrive pour l'instant au Carrera. Alors que derrière, on s'intéressera après à l'équipe Real Cao, Ariostea, et surtout après à l'équipe Once, dont on a fait l'un des favoris de cette étape contre la montre par équipe, qui va nous donner des bouleversements au classement. Il va falloir être très vigilant et faire des comptes assez précis, car le match entre l'équipe Z et l'équipe PDM pour le maillot jaune va être d'ores et déjà passionnant. On est parti pour un tour des plus ouverts. 20 km donc, ou à peu près encore à faire pour les Carrera qui se sont regroupés. Abdou-Japarov étant obligé de conserver la dernière place à l'abri au maximum du vent dans le sillage de ses partenaires. Mais ils ne sont plus que 3 ou 4 abonnés et Capucci ne fait pas partie de cela. L'image d'Abdou-Japarov. Ça, je me souviendrai longtemps du coup de trick qu'a pu prendre Abdou-Japarov en moins de 200 mètres. Regardez-le, quand c'est ainsi lorsqu'on est un peu cuit. Le virage, on le prend pour faire le minimum de route, on le prend complètement à la corde et Abdou-Japarov a pris des risques en s'engageant de cette façon. Et c'était le seul moyen de conserver encore le contact avec ses équipiers. Voici l'équipe Real Cao. On continue notre tour d'horizon. Jaramillo était en dernière position. Et dans cette équipe, eh bien, on retrouve surtout, bien entendu, Lucho Herrera, qui a ses lieutenants colombiens, Camargo, Cardenas, Chaparro, Meria, Moncada, Montoya et Vargas, tous colombiens. Oui, Jean-Paul. Une information vient de nous parvenir ici sur la ligne d'arrivée. Selon ces informations, Stéphane Roche serait parti 6 minutes après sa formation. Alors il a dû se passer quelque chose et je suis en train de m'informer. Ah oui, il serait parti 6 minutes après sa formation. Mais c'est vrai que quand on a vu tout à l'heure l'image, comme il est le on n'a leader, pas remarqué Stéphane. Comme il est le leader, tout le monde s'est peut-être sacrifié pour l'atteindre au départ. Non, il n'était peut-être pas dans le groupe, je ne sais pas. Intéressant en tout cas de vérifier cette information. C'est vrai que Stéphane, de toute façon, ne nous faisait pas grosse impression depuis le début, mais enfin, il y a dû y avoir un problème de retard, je ne sais pas. En tout cas, on sait que le temps n'est pas au bout fixe dans l'équipe Tonton Tapis et que les rapports entre Roger de Vlaminck et Stéphane Roche ne sont pas les meilleurs. Je comprends bien, la ponctualité n'est pas le fort des anciens vainqueurs du Tour de France. Delgado une année, Roche cette année, le deuxième jour. Lucho Herrera, dossard 111, ce n'est pas sa spécialité, mais il a accompli d'énormes progrès. Ah ouais, devenu un très bon rouleur. Quand on a la classe, on l'a jusqu'au bout. Ce petit moustique avance très vite. Alors que les arrivées se succèdent. C'est l'équipe Helvetia qui est là, distancée nettement par l'équipe classe qui a mis la barre assez haut, c'est une certitude maintenant. L'équipe Helvetia avec Gilles de Lyon qui a réalisé ce matin une belle performance. On retrouve également Serge Demière, Mauro Gianetti, Dominique Krieger, Henri Manders, Pascal Richard, Gérard Ruet, Peter Stevenhagen le néerlandais et Guido Winterberg le Suisse. Et que là, ça fait la différence. Alors que la chaleur était encore plus forte au moment où les Espagnols étaient sur la route, plus forte que maintenant, s'impose nettement en tête du classement. Ça fait plus d'une minute perdue pour Gilles de Lyon sur l'équipe classe. Remarquez, je pense pas que
ce soit par rapport à l'équipe Classe qu'il faille prendre les temps, puisque Classe n'a pas d'énormes ambitions au niveau du général, alors que Serge Demierre passe la ligne un peu attardé par rapport à ses équipiers. On avait cru longtemps qu'il avait complètement renoncé à la bicyclette, Demierre, et puis il y est revenu. Le beau ténébreux, comme dit Daniel Manjas quand il le présente. Il s'était fait un joli palmarès à ses débuts. Les Colombiens à l'œuvre. Et notre hélicoptère. Logiquement, ils devraient perdre 3 à 4 minutes, les Colombiens. Logiquement, mais où est la logique dans ces cas-là? Vous n'êtes pas très gentil pour nos amis colombiens. Non, non, je ne leur souhaite pas, mais... Je note dans un petit coin, je note. note. Robert Chapat dit 3 à 4 minutes pour les Colombiens. Par rapport aux vainqueurs. C'est pour le répéter à Lucho Herrera. J'en fais pourtant l'un de mes favoris du tour. Ah bon? Oui, l'un des hommes capables d'être au podium à Paris. Si Herrera ne se retrouve pas à 10 minutes du maillot jaune à Pau, il faudra faire très attention à lui. Vous avez vu que la vitesse était limitée à 40 sur cette route même. Il y a bien peu de discipline dans ce Tour de France. Tour de France très souriant, j'allais dire, avec une atmosphère sans fébrilité. Tout le monde sait ce qu'il a à y faire et c'est vrai que ça roule, si je puis dire. Et le public répond déjà tout de suite. Regardez le monde qu'il y a au bord de la route. Et maintenant bien discipliné. Heureusement, depuis quelques années, tout le monde a compris. Les bandes blanches pour limiter la place au public, ça existe. Alors là... Nous sommes installés ici à Chassieux, à Eurexpo, un centre de congrès. Donc, hier, nous étions devant l'ancien palais des congrès. Et bien maintenant, les congrès ont lieu ici dans la région lyonnaise. Le Tour de France trouve d'agréables refuges dans les lieux historiques. Et demain, le départ sera donné de Villeurbanne. Sur Villeurbanne, c'est fut la capitale du basket. 14 titres de champion de France. Villeurbanne nous sera donné le départ de cette étape en ligne qui nous mènera à Dijon. Il y a 15 jours, c'était l'arrivée de la course Napoléon, avenue Henri Barbus. Maintenant, c'est le départ du Tour de France. Vous voyez, on fait du sport. C'est une région très sportive. Un peu brouillon quand même, l'action des hommes de Herrera. Beaucoup de distance entre chaque au lieu de rouler le plus serré possible. Et les Colombiens, dès qu'on prononce le nom d'Herrera, sont en train de... Vous savez que quand ils vont arriver, les Colombiens, devant nous, vous allez entendre la réaction. Et encore une équipe battue. Histoire. Nettement devancé par Classe, avec pourtant des beaux rouleurs. Hein. Uwe Ampler notamment, Brian Holm, Andreas Capes, Lilolt, Peters, Stumpf, Van Interberg et Didier Virvalex. Avec également le sprinter Étienne de Wilde. C'est surprenant, hein. Classe a vraiment... Les chronométreurs ne seraient pas aussi sérieux et compétents sur ce tour qu'on se posera des questions. Patrick. Oui, Jean-Paul. Oui, je voulais vous dire un mot sur Classe, puisque vous en parlez. C'est vrai que c'est une centrale laitière qui nous vient des Asturies et que son partenaire est Cajastour, qui est une banque de la même région et qu'ils ont un très très gros budget. Ils ont 20-25 millions de francs pour un programme qui est très international. Et on est étonné de ce programme très international puisque le cadre des sponsors ne dépasse pas du tout l'Espagne. Alors vous voyez, ce sont sans doute des amoureux du vélo. Ceci explique cela. Ceci explique cela, mon cher Jean-Paul. C'est vrai que c'est étonnant comme approche de sponsoring que d'aller sur des épreuves internationales. Alors que je crois que Thierry Blanco est en liaison sur la moto. Thierry, vous êtes là? Oui, je suis là, Patrick. Bonjour, Patrick et Robert. Écoutez, un petit écart intéressant tout de suite qui concerne l'équipe OC, celle de Marino Lerareta.
ont 1 minute 7 de retard sur la formation qui les précède, c'est-à-dire la formation Ariostea, 1 7 de retard après 10 km de course. Et puis l'autre info qui concerne Stephen Roche. Thierry, plus clairement, 1 7 de retard sur les 4 minutes ou en plus des 4 minutes? En plus des 4 minutes, ils sont passés avec 5 minutes et 7 secondes de retard sur Ariostea. Et l'autre info concernant Stephen Roche, eh bien, il aurait tout simplement oublié de partir. Il est passé avec Ariostea. Il est passé avec Ariostea. Exactement, il a été repris, il est parti exactement avec 7 minutes de retard sur son équipe. C'est inouï. Ben, c'est fini pour lui le Tour de France. Ouais. Il n'a pas le droit d'opérer de cette façon. Et de toute façon, il va pouvoir rentrer à la maison puisqu'il sera mis hors course au temps. Oh, c'est une sortie par une toute petite porte là pour Stéphane. Il y a un règlement qui autorise le jury à faire grâce à un coureur qui l'année précédente, a terminé dans les 10 premiers. Pour la première élimination, il a droit à la grâce. Ah bon. Mais il faudrait savoir la place qu'a occupé Roche l'an passé. On va faire le point sur un classement intermédiaire avec Ariostea, ce qui confirme donc l'information donnée par Thierry. Ariostea devant Classe. Ariostea qui a mis la barre assez haut aussi. Gatorade, Amaya, Motorola, Lotto. Ça veut dire que Once, les rouleurs de Once sont en train de réaliser une grosse contre-performance. Et j'assumerai complètement, puisqu'hier soir dans le journal du Tour, eh bien, j'en avais fait un de mes favoris de ce contre-la-montre par équipe. Ce qui sera... Mais hier, on pouvait, seulement il y a une autre, il y a la réalité. C'était normal hier. On sait qu'il avait... Ah oui, on sait qu'il avait vraiment dominé outrageusement le Tour d'Espagne et qui présente des très très beaux rouleurs. Réalise là une contre-performance étonnante. C'est Motorola qui arrive. Motorola, l'équipe des blonds. Ils sont tous blonds dans cette équipe. C'est étonnant. Avec Amstel, Anderson, Bauer, Bishop, Carter, Kiffel, Dagoto Lauritsen, Sean Yates et Urs Zimmermann. Pas mal le temps de Motorola d'ailleurs. Pas mal du tout. Ils vont se classer en deuxième position. Deuxième position. C'est bien. Pour quelques dixièmes de seconde. Devant Gatorade. Derrière cette équipe, on accueillera Toshiba, Tonton Tapi, Carrera, Real Kao, Ariostea, Once, TBM, Panasonic, Banesto, Buchler, Z, PDM, Castorama. On s'intéressera au match entre Z et PDM pour le maillot jaune. Match entre Greg LeMond et Eric Brockink. Mais il pourrait bien y avoir des arbitres dans ce match, puisqu'il va falloir surveiller également Sorensen d'Ariostea, justement, qui n'a que 23 secondes de retard sur les Z. Pour les Weimann, eh bien, Jaerman est à 33 secondes. Et les autres ont peu de chances tout de même de prendre le maillot. On étudiera ça de très près tout à l'heure. Là aussi, plusieurs coureurs qui ont été formés lorsqu'ils étaient amateurs dans les grandes courses mondiales ou olympiques contre la montre par équipe. Et ils retrouvent évidemment tout le bénéfice de ces premières études. Problème de liaison avec l'hélico. On retrouvera avec les motos dans quelques secondes les prochaines équipes qui doivent apparaître à l'écran. Et ce sera notamment l'équipe Once. Alors celui qui manque à l'équipe américaine. N'hésitez pas. Oui, Zimmermann, c'est une sensation, ça aussi. Ouais. Il est revenu au cyclisme après avoir arrêté pendant plus d'1 an. Mais c'est un personnage assez secret, mystérieux, un véritable asset qui a perdu, alors que tout le monde, Forcy, lui, a perdu une dizaine de kilos depuis qu'il est coureur cycliste. Voici le classement. Au 10e de seconde, Motorola est finalement derrière Gatorade. Vous voyez, ils avaient exactement le même temps. Mais ils sont en 3e position, Motorola. Jean-Paul. Oui, Zimmermann, puisque vous en parliez, puisque Robert en parlait, vous savez qu'il était parti en Australie satisfaire son goût pour la photographie. Et puis, il est revenu. Il a demandé à se mettre au service d'Amstel. On l'a repris dans l'équipe. On l'a repris d'abord au Tour de Romandie. Et puis, il a fait un Dauphiné libéré, assez discret, ma foi. Et
un retour quand même, un bon retour au premier plan au Tour de Suisse, puisqu'il a terminé quand même en 13e position. Après un an d'arrêt, ça n'était pas si mal. Et puis que cette année, dans le Tour de France, il va encore rendre de très nombreux services, notamment dans l'école. Il semble un peu avoir perdu, disons, de sa puissance, mais ça revient tout doucement. C'est étonnant quand même ce comeback. Oui, oui. Arius Théa qui se bat pour Rolf Sorensen. Sorensen bien classé, 4e au général, 23 secondes seulement de retard sur Greg LeMond. Patrick ? Oui Thierry. Oui, bien écoutez, c'est un petit peu pour vous rassurer dans votre pronostic concernant Once. Le retard de l'équipe Once d'une minute 07 tout à l'heure au 10 km est dû tout simplement à la crevaison d'Eduardo Chozas après 3 km de course. L'ensemble de la formation l'a attendu, ce qui explique ce retard. Ah, d'accord. Vous me rassurez. Arius Théa, ils ne sont plus que 6 à mener. Mais quand Gaulle se mène, on sent immédiatement la différence. Argentine aussi, qui n'en garde pas beaucoup. Lely, le dossard 127, dont on attend énormément sur ce Tour de France. Voilà donc les Arius Théa qui pour l'instant ont réalisé le meilleur temps après 17 km 500. Alors que les Once vont peut-être revenir un peu après la crevaison d'Eduardo Chozas. Mais on suivra de très près les PDM. Les aides et les autres. Chozas, c'est l'un des vétérans de ce peloton, mais vous savez qu'il ne participe jamais à un grand tour sans remporter au moins une étape. Et Chozas, avec les tours qu'il a courus jusqu'ici, et ceux additionnés de l'Erareta, cela fait 50 tours d'Italie, d'Espagne ou de France. 50 tours. Voilà les Toshiba. Toshiba qui va faire une course d'équipe. Alors que ce matin, eh bien, les Toshiba ont manqué le bon wagon. C'est dommage. Ils avaient une équipe pour réaliser des baroudes. Eh bien, ça n'a pas marché ce matin. On peut le regretter car ils auraient dû être dans les bons coups, mais enfin, c'est facile à dire après. Ils ont manqué le bon wagon. Une belle cohésion quand même dans cette formation. Dommage qu'elle soit condamnée à disparaître, tout au moins chez Toshiba. L'homogénéité, tout le monde sait ce que cela veut dire. On court pour l'équipe. 3 minutes et 24 secondes. 43 minutes et 24 secondes. Oui, Patrick. Oui. Il faut noter aussi dans cette équipe Toshiba l'absence de Rominger. Et oui, c'est quand même fâcheux parce que c'est un excellent rouleur et ça leur a donné un précieux coup de main dans un contre-la-montre de ce genre. C'est vrai, vous faites bien de le souligner, car vraiment cette équipe est décapitée quelques jours seulement avant le Tour de France pour ce forfait qui a fait le bonheur de Denis Roux, mais qui a coûté donc cher à cette équipe Toshiba. Entendez Once, Monsieur Seiz. On va l'écouter. Ils ont pas l'air d'abuser le tapis. Hein, non, mais lui, il n'a pas l'air de leur parler avec tendresse. Hein. En train d'essayer de rattraper le retard accumulé après la crevaison d'Eduardo Chozas. Marino Lerareta a pris là un long relais. Il est en train de venir se replacer en dernière position. Avec le métier, il se laisse glisser petit à petit. Il ne s'est pas arrêté brutalement. Comme ça, il reprendra place derrière le 8e, c'est-à-dire en 9e place. 100 heures. Derrière les Once, on retrouvera tout à l'heure les TVM. Oh là là, il y a de la voix, hein, ça ici. Ah, c'est pas un mot couvert, hein, tout ce qu'il leur dit. Patrick ? Oui, Thierry. Oui, ils sont pas mal partis non plus, les TVM, en reprenant 15 petites secondes sur l'écart, sur les 4 minutes qui les séparent des Once. Et la formation qui vient de passer devant nous au kilomètre 14 était bien emmenée par Tennis. Apparemment, c'est bien parti pour eux. Très bien, alors que les Once sont là à plus de 60 km/h et qu'ils tentent de rattraper le temps perdu, mais ce sera mission impossible car ils avaient près d'une minute 30 de retard au kilomètre 17 500. Oui, Jean-Paul. J'ai Martial Gaillan à mes côtés. Alors oui. Martial, vous êtes mécontent de cette performance de la formation Toshiba? Vous avez fait ce que vous avez pu, vous, de toute façon. Ouais, il faut dire qu'on n'a pas eu de chance. Dès le départ, on a crevé avec Henri Abadi.
Et on a perdu pas mal de temps vu qu'il avait crevé à l'arrière. Et ensuite, pour se réorganiser, ça a été très difficile. Mais on a essayé après de reprendre une bonne disposition pour aller le plus vite possible. Mais je crois que sur 36 km, c'est assez court et on a pris quand même pas mal de temps sur les autres équipes. C'est dommage. Oui, on aurait bien voulu récidiver comme à Paris-Nice. Oui, et l'absence de Tony Rominger s'est quand même fait sentir. Nous en avons parlé il y a un instant avec Patrick Chen et Robert Chaval. C'est vrai que c'est plus réconfortant de rouler avec un Tony Rominger en remportant Paris-Nice et le Tour de Romandie. Ça nous donnait pas mal de bases pour ce Tour de France. Mais j'espère qu'il va récupérer très très vite de sa tendinite au genou et qu'on retrouve en fin de saison, pourquoi pas dans un Tour de Lombardie ou même avant, peut-être dans un championnat du monde. L'équipe disparaît en fin de saison, ça tout le monde le sait. Et vous en particulier, vous êtes tous soudés. Et je crois que vous êtes particulièrement motivés pour la suite de la saison, pour ce Tour de France et la suite. Non, il ne faut pas dire que l'équipe disparaît. Oui. Au contraire, elle reste encore sur place. Et je crois que maintenant, ce qui est décisif pour nous dans ce Tour de France, c'est de trouver un ou deux sponsors pour pouvoir continuer l'année prochaine en 92 avec une équipe soudée autour de Tony Rominger. Voilà, merci Martial. Oui, c'est le sponsor qui s'en va, mais l'équipe ne disparaît pas. Ça nous avions bien précisé tout à l'heure. On est à la pêche aux sponsors. Et c'est pas l'occupation la plus facile pour un monde cycliste qui pourtant bénéficie d'un écran formidable avec le Tour de France notamment et toutes les grandes épreuves mondiales. Mais c'est vrai que il faut trouver des sponsors dont le choix du cyclisme sera cohérent. C'est le cas pour des maisons comme Z, comme RMO. Ou comme Castorama qui a encore une année de contrat avec Cyril Guimard, donc qui continuera l'an prochain sans Laurent Fignon. L'équipe Once, vue d'hélicoptère, ça a l'air de bien rouler pourtant. Oui, d'autant que c'est une petite route en faux plat pour l'instant et je craignais beaucoup le virage en bas que nous avions été repéré, Patrick. Et la longue ligne droite qui suivait indiquait que les coureurs auraient du mal à rester dans le sillage l'un de l'autre. Bref, pour Once, ça s'est bien passé. Et pour voilà Tonton, Tonton Tapis sans roche. Tonton, pourquoi tu tousses? C'est bien parce que ça va pas du tout. Un éclat pour l'équipe Tonton Tapis. Et on va vérifier sur cette ligne d'arrivée l'information donnée tout à l'heure par Jean-Paul Olivier. L'absence de Stéphane Roche. Alors ça doit être complètement déstabilisant. C'est vraiment... Ça doit être déstabilisant de se dire on part. Mais je suis quand même surpris. Enfin, j'attends de vérifier. Ça me semble tellement énorme comme information. Manjas annonce la présence de Roche dans ce groupe. Ouais, moi je ne l'ai pas vu, Stéphane. Jean-Paul, vous nous confirmez que Stéphane n'était pas là? Je les vois passer devant moi. Non, Stéphane n'est pas là. Colotti a été lâché. Alors là, vraiment, c'est la surprise aussi. Vous demandez des nouvelles à Colotti qui arrive vers vous, Jean-Paul? Stéphane était là, mais c'était son frère. Oui. Ah oui, Jean-Paul, vous demandez à Colotti ce qui s'est passé? Tout à fait, j'attends qu'il arrive vers moi. Jean-Claude. Alors Jean-Claude Colotti, que s'est-il passé avec Stéphane Roche? On ne sait pas. Tout d'abord, on savait qu'on avait un départ à 22. L'horaire a changé. Est-ce qu'on s'est mal mis d'accord avec les directeurs sportifs? Est-ce que j'ai demandé qu'on l'appelle depuis le podium? On l'a appelé. Je comprends pas, Stéphane n'était pas au départ. C'est inexplicable. Je pense qu'on va voir avec lui. Je sais pas, mais Stéphane n'est pas tous ses torts, je pense, parce qu'il y avait un méconvenu au départ. Mais vous aviez appris quel était l'horaire exact, vous? Oui, en voyant les Toshiba se préparer, on savait qu'il nous restait 4 minutes. Et si Stéphane, à ce moment-là, il était loin de l'échauffement, il n'a pas vu les Toshiba s'approcher. Et je pense que ça s'est passé comme ça. Et vous pouvez apprendre à Jean-Claude qu'il est parti 5 minutes derrière eux. Oui, il est exactement parti 7 minutes derrière vous. 7 minutes. Ouais, 7 minutes, je ne sais pas quels sont les délais, mais bon, bah, pour le général, ça va être très dur. Et l'équipe, comment a-t-elle fonctionné autrement? Bien, mis à part que bon, bah, j'ai crevé. J'ai crevé sur le final. Bon, bah, peu importe pour moi la classe générale, mais j'aurais pu encore les aider sur les 5 derniers kilomètres. Voilà, merci Jean-Claude Colotti. Merci Jean-Paul pour ce témoignage de Jean-Claude Colotti et donc la confirmation de l'information. Stéphane Roche, ça paraît énorme comme information, mais Stéphane Roche n'a pas pu partir avec ses coéquipiers. Ils sont 5 les Carrera, donc le temps va être pris sur le 5e. Top maintenant, ça veut dire que Capucci limite les dégâts. En revanche,
on va s'intéresser au retard de ses équipiers pour voir s'il n'y a pas de risque d'élimination. Et toujours Classe en tête. Cette équipe qui était partie en deuxième position résiste maintenant sur la ligne d'arrivée à tous les assauts des équipes qui en terminent. Mais c'est assez net comme domination de la part des Classes pour l'instant. Notre ami Yvon Moulin, qui nous pilote dans ce Tour de France, a déclenché son chronomètre au passage de l'équipe de Tonton Tapie pour connaître le retard de Stephen Roche. Oui, mais s'il a pris le sillage de l'équipe Ariostea, comme on nous le laissait entendre, je ne pense pas que Roche trouvera la grâce des commissaires. Oh, on ne sait jamais, on ne sait jamais. On lui souhaite de pouvoir repartir. Alors les carreras sont passées et nos amis colombiens vont s'exciter maintenant, car il va y avoir l'équipe Real Cao. Alors qu'on jette un petit coup d'œil sur un classement intermédiaire, si vous le voulez bien, mon cher Régis Forissier. Merci. Ariostea, Classe, Panasonic qui est bien parti, Gatorade, Amaya, Motorola. Thierry, nous vous écoutons. Oui, vous parliez des Panasonic à l'instant, qui sont passés tout à l'heure de façon absolument époustouflante. On sait que c'est une des spécialités de cette équipe. Ils ont pris bien derrière eux, les Banesto sont passés avec 4 minutes et 22 secondes de retard, ce qui signifie, vous avez vite fait le calcul, qu'ils ont 22 secondes de retard, donc les Banesto sur Panasonic, et qu'ils perdent du temps déjà après 14 km de course. Panasonic, c'était la meilleure équipe du monde, imbattable pendant plusieurs années. Et qui cette année a ceci de particulier de ne compter qu'un Néerlandais dans sa formation. C'était du temps où Raas était encore là avec Knetemann, tous ces beaux rouleurs, Van der Velde, Luberding. Quelle belle équipe c'était. Il faisait la razzia sur le début de saison notamment. C'est une autre époque du cyclisme qui est un peu révolue maintenant. Et pourtant c'est assez récent, ça ne fait pas 10 ans. Ça ne fait pas 10 ans. Voici l'équipe de Tennis avec, c'est l'occasion de le souligner, chez nos confrères du Progrès de Lyon, des déclarations très dures de Gilles de Lyon à propos de Tennis, et qui dit qu'il ne comprend pas qu'on parle de ce garçon et qu'on accepte de lui faire de la publicité. Il dit c'est un tricheur et il ne faudrait pas parler de lui. Très sévère, Gilles de Lyon, qui lui estime qu'il faut être réglo dans le cyclisme et ne jamais utiliser un quelconque produit dopant. Donc il ne pardonne pas à Tennis son attitude, et il dit que c'est un peu le Ben Johnson du cyclisme et qu'on donne beaucoup d'argent à Ben Johnson pour faire des 100 mètres, ça le choque. On donne beaucoup de publicité à Tennis, ça le choque également. C'est un point de vue évidemment. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Bon, on peut dire également que Tennis a payé, exactement, et que maintenant, eh bien, il faut lui accorder une nouvelle confiance pour un nouveau départ. Nous sommes plutôt enclins à adopter cette deuxième attitude dans la mesure où Tennis a payé, mais c'est vrai que c'est assez grave l'attitude qu'il a eue vis-à-vis du dopage. Il faut le condamner. Mais une fois que la peine a été faite, eh bien c'est comme dans la vie, je pense qu'il faut peut-être effacer ce genre de choses et ne pas être trop sévère. Mais enfin, Gilles a sûrement ses raisons de penser cela. Oui, un petit coup d'œil. Sa sœur est un journaliste, donc il est bien placé pour savoir si l'on doit ou pas parler de ces gens. Un petit coup d'œil sur les Panasonic donc, mais également sur les TVM. Si, alors que là nous avons les Panasonic avec Rudy Danens. Si Régis Forissier le peut, nous irons jeter un petit coup d'œil après sur les TVM de Tennis justement. Là aussi, il y a une très belle liste de spécialistes de la course au train, de la course contre la montre. Fondriest, un ancien champion du monde. Ekimov, toujours très brillant au début des grandes courses par étapes et qui n'a pas vieilli que d'un jour depuis hier, c'est-à-dire qu'il a toujours 23 ans. Et n'oublions pas Olaf Ludwig, le beau rouleur allemand, comme Vyacheslav Ekimov. C'est vrai qu'il y a là très beau monde. Voilà Ludwig avec son dossard 154. C'est lui qui a mis un petit coup d'accélérateur tout à l'heure. Il y a eu un coup de torchon qui a obligé Ekimov à sprinter pour reprendre de longueur. Écoutez les Colombiens. Je suis sûr qu'ils vont réagir dans les secondes qui viennent. Voilà, le silence. Écoutez-les.
Ah, ils sont tendus. Le caméra Daniel Thierry va se retourner vers eux. Oh là là, c'est parti. Temps réalisé, 43 minutes et 51 secondes. Et ils sont contents. Et ils sont contents. Regardez comme ils sont contents. Comme disait le Colombien de Coubertin, l'important c'est de participer. Il leur redemanderait presque de repasser au coureur pour pouvoir les admirer une deuxième fois. En attendant, les 3 minutes sont là. Et toujours classe devant Motorola. Et les Colombiens à 3 minutes. Voilà les Panasonic avec un relais superbe d'Annens. Bien en ligne. Comme toujours en fin d'étape d'Annens. Une petite information, déjà 8 minutes 10 que Stephen Roche, que l'équipe de Stephen Roche est arrivée sans lui. Et Stephen risque là la chute. Chute ici dans le dernier virage. Quel manque de chance pour les Arios Stea. Est-ce qu'il y a 5 hommes pour prendre le temps? Il faut dire que les 2 derniers virages, là, il faut accélérer. Attention, hein. Il ne faut plus attendre, là, il faut accélérer. Il ne risque pas l'élimination, bien sûr. Donc il ne faut pas attendre Argentine. Il faut que les 5, voilà, ils ont compris. Ils sont 5, donc il faut y aller, puisque le temps est pris sur le 5e. Temps qui pulvérise d'ailleurs le temps de classe. Sans cette chute, ils seraient déjà arrivés, les Arios Stea. Patrick, oui, Jean-Paul. Si dans 30 secondes il n'est pas arrivé, Stephen Roche est apparemment éliminé. Hein. Il a à peu près 30 secondes pour arriver encore. Eh bien, il n'arrivera pas. Oh, quel manque de chance pour Arios Stea. Belle performance en tout cas, 53 de moyenne. Le Moreno Argentine n'a vraiment pas de chance là. Les Panasonic à nouveau. Regardez-les. L'arrivée des Arios Stea là. Avec des guidons tordus. Et Argentine qui a vérifié l'heure d'arrivée pour savoir combien il perdait sur ses équipiers. Étant donné que le guidon maintenant d'un coureur cycliste est devenu un véritable tableau de bord. Je crois qu'on va prendre place au poste de pilotage d'un Boeing. On peut peut-être revoir cette chute d'ailleurs. Tiens, ah, voilà, il suffit de demander. Regardez. Regardez un peu le guidon de travers. Les accès. Et ben voilà, ils sont passés quand même. Ils ne perdent pas trop de temps. Et ils mettent la barre un petit peu plus haut. Les Arios Stea. Ils sont pour l'instant leaders de ce contre-la-montre par équipe malgré cette chute. On va revoir au ralenti, regardez. Pour l'instant ça va bien, c'est là-bas à droite de votre écran que ça va se passer. La trajectoire est bonne pour l'instant. Hop, c'est le 3e, sans raison apparente. Ouais. Et derrière, eh bien, ça va s'enchaîner. Étonnant cette chute. Oui, mon cher Jean-Paul. Oui, j'ai Moreno Argentine à côté de moi. Moreno, c'est caduto durante la tappa. Vous êtes tombé pendant cette étape? À 600 mètres dans Rio. À 5-6 km, donc il était dans la chute, comme il dit. Et à ce moment-là, donc, le temps était encore très bon. Non lo so, perché noi non abbiamo avuto dei rilievi durante il percorso, abbiamo cercato di spingere tutta. Ouais, il dit qu'ils ont poussé au maximum et ils ne connaissaient pas leur temps. Alors Jean-Paul, donnez-lui son temps. 41-23. 41-23. 45 secondes de mieux que l'équipe classée 2e classe. 45 secondi di più della formazione spagnola classe. Pas de plus, hein. De moins. Oui. Di meno, prego. Di meno. Di meno. Non, voilà Stéphane. J'ai voulu leur faire plaisir. Voilà. Grazie. Stéphane Roche arrive. L'interview de Stéphane Roche, si vous le pouvez. 11 minutes 15 de retard pour Stéphane par rapport à son équipe. Mais l'élimination n'est pas par rapport à son équipe, mais par rapport au meilleur temps. C'est dire qu'il est loin, il va être à 13, 14, 15 minutes, hors des délais. Peut-être, nous allons faire des calculs, mais a priori, hors des délais. Vous recueillez, si vous le pouvez, bien sûr, les impressions de Stéphane. Nettement, même hors des délais. Il est hors des délais, c'est une certitude, hein, mais il faut voir maintenant l'attitude des commissaires. C'est quand même bizarre, c'est une journée à coup de théâtre. Hein. Toujours la belle machine Patrick, des Panasonic. Oui. Je suis à côté de Stéphane qui, bien sûr, est très déçu ici
nous laissons s'avancer un petit peu. Alors Stéphane qui va bien sûr s'expliquer, qui va nous dire ce qui s'est passé. Apparemment, vous n'étiez pas au courant de l'heure de départ de votre formation. Bah, ça c'est une des raisons, mais juste avant le départ, j'ai eu un petit besoin. J'ai des crampes dans l'estomac, puis j'étais obligé de trouver un petit coin. Et puis bon, je me suis vidé, et puis quand je suis revenu sur la ligne, c'était trop tard. Et comme ça, il ne voulait pas que je parte. J'ai perdu au moins 10 minutes pour me battre avec lui, pour qu'il me laisse partir. Et puis bon, finalement, j'ai dit, bon, je vais partir, puis on verra bien. Mais c'est quand même assez démoralisant quand même. Vous avez fait l'étape tout seul? Comment? Vous avez fait l'étape tout seul? Tout seul contre le vent, ouais. Ouais. C'est une rude épreuve quand même pour un coureur pour vous. Oui, c'est vrai, mais depuis un petit moment maintenant, il y a des choses qui vont plutôt mal que de bien. Alors, un jour, ça va bien finir par changer. Oui, on parlait de vos relations avec De Vlaeminck qui n'étaient pas très bonnes, mais ça n'a rien à voir. Non, ça c'est encore de la presse qui parle mauvaise, parce qu'il n'y a rien de tout mal avec moi, De Vlaeminck. Il n'y a rien de tout ça, je veux bien préciser. Avec De Vlaeminck et moi, il n'y a aucune... c'est la presse belge qui a lancé un coup et puis un scoop. Et je crois que c'est mal interprété par tout le monde, mais il n'y a rien de tout mal avec moi, Roger De Vlaeminck. Voilà. Merci Stéphane Roche, nous allons le laisser partir maintenant. Oui. Et merci à Stéphane. C'est vrai qu'on connaît quelques coureurs qui n'auraient pas répondu à une interview après une mésaventure de la sorte. Et ça, c'est toujours un grand coup de chapeau pour Stéphane. Il a toujours su être comme il le fallait. Alors bon, on ne reviendra pas sur ses problèmes avec De Vlaeminck. C'est vrai que bon, on a peut-être rajouté de part et d'autre, mais il ne faut surtout pas nous dire qu'il ne s'est rien passé. C'est une affaire intestine à l'équipe. Voilà. Mais en parlant de problèmes intestinaux, Stéphane n'a pas eu de chance. Alors le fait que le commissaire a hésité à le laisser partir, il est retardé de 2 ou 3 minutes, va peut-être servir à le repêcher. Car c'est vrai qu'aucun règlement n'empêche quelqu'un de partir tout seul. Il y a une interprétation du règlement à faire. Là. Oui. Donc à vous, messieurs les commissaires, de décider. Nous suivrons ça de très près pour le journal du Tour de Gérard Holtz. Les Banesto, les voici les Banesto. Alors qu'on rejoint tout d'abord une équipe qui arrive, c'est sans doute l'équipe Once. Là voilà, oui c'est Once, tout à fait. Alors là c'est une des sensations. Ils sont battus et très très nettement battus les Once. Oh là là. Eh ben dites-moi, je me suis bien planté dans mon pronostic avec les Once, hein, Robert. J'assume complètement. Hein. Oui mais tout le monde. J'imagine que... Je les voyais vraiment mieux. On vous écoute Thierry. Oui, bien écoutez, premier élément, une première indication sur le match Z-PDM. Eh bien, 3 minutes 55 de retard sur les Z pour les PDM. Donc 5 petites secondes de rattraper déjà. Merci Thierry. Et n'hésitez pas à vous porter à la hauteur de Roger Leger notamment pour lui demander son avis. Lorsqu'on sera un peu plus près de l'arrivée, on lui donnera des temps comme ceux-ci, ceux qu'on voit maintenant. Alors que vous avez vu l'équipe Once passer très très loin derrière les premiers. Alors que Banesto, eh bien, c'était le favori de Bernard Hinault, Banesto. Et Banesto a également 40 secondes de retard sur Ariostea après 17 km 500. On s'est un peu planté avec l'ami Bernard. Mais Banesto avec des hommes comme Bernard et Indurain peut envisager n'importe quel exploit. Ça peut aussi que cet après-midi, il n'y en a pas beaucoup qui se sentent à l'aise. Philippot aussi, remarquable coureur. Premier Français du Tour l'an dernier. C'est vrai qu'elle a de l'allure cette équipe Banesto. Avec toujours le très fidèle Arnaud, alors que ici c'est Pedro Delgado bien sûr. Mais Classe et Ariostea ont vraiment réalisé une belle performance parce que les Banesto ont vraiment l'air d'avancer. Avec Dominique Arnaud dont je parlais tout à l'heure justement. Vous avez vu l'hélicoptère? Si la moto entend les ordres de Régis Forestier, si elle peut nous montrer l'hélicoptère qui est en face, pour vous montrer où volent ces hélicoptères pour vous proposer les images. Regardez ce beau plan de ce contre-la-montre par équipe. Un plan qu'on retrouvera sans doute dans le résumé de Jean Mamère ce soir, dans le journal du Tour. On vient de voir pendant une dizaine de secondes Bernard. Très impressionnant Bernard. Voilà l'hélicoptère, il est là-haut.
Patrick. Oui, Jean-Paul. Petite précision, les Once ont eu 2 crevaisons. Je ne sais pas si vous avez été informé. C'est gentil Jean-Paul de me remonter le moral. Puisque je les avais donnés comme favoris. Jean-François Bernard, lui, est en train de souffler là. Ah, ils avancent bien, c'est beau ce qu'ils sont en train de faire, les Banasté. Ouais, dangereux de laisser un trou comme... oui, il y a une locomotive devant là, qui ressemble à une Duren d'ailleurs, qui a fait du mal. Voilà, il crie d'ailleurs le directeur sportif pour signaler à l'homme de tête qu'il est en train de faire éclater la formation. C'était Miguel Indurain. On va en perdre 4 d'un coup, sinon les 5 qui sont là doivent obligatoirement franchir la ligne. Ensemble. Les coureurs disent tous que c'est l'épreuve qu'ils redoutent. Regardez le monde qui est au bord de la route. Oui. Qu'ils redoutent si ils ne sont pas en forme. C'est vraiment la... On ne peut pas tricher dans un contre-la-montre par équipe. Et vis-à-vis de ses petits camarades, quand on ne peut plus prendre les relais et quand on est à la peine derrière, eh bien, moralement, ça fait très mal. Il n'y a rien de plus difficile. Sur un col, on peut le monter seul. Il n'y a pas de contre-la-montre par équipe. Être le meilleur d'une formation comme celle-ci, c'est le pied. Être le plus mauvais, c'est vraiment le cale-pied qui vous torture. Il y aura peut-être une équipe qu'on aurait rejointe une. Les TVM. Après on sait, les TVM vont arriver très loin également. Ça n'a pas suffi pour Tunis. L'apport de Bart, de Hammerling, de Danov, de Konitschev, de Schurer, Simons, Skibi et Uslamine. Plus de 2 minutes de retard pour les TVM sur les Ariostea, alors que le match est commencé, Thierry Blanco, vous le disiez tout à l'heure, entre les Z et les PDM. Il va y avoir des changements au classement général. Oula, les Z ne font pas un très bon temps. Après 17 km 500, 20 minutes 35, ils ont 39 secondes de retard sur les Ariostea, les Z. Tandis que PDM fait 20 minutes 38, encore plus, 3 secondes de retard. Alors, Ariostea, il va falloir se livrer à des calculs savants. Sorensen, 23 secondes de retard. Je me permets-t-elle de compter tout haut, mon cher Robert? Je me permets de compter tout haut pour vous dire, sauf erreur de ma part, là, que pour l'instant, mon cher Robert, Rolf Sorensen est en train de prendre le maillot jaune. Oui, c'est pourquoi sur la fin, ils n'ont pas hésité à continuer après la chute d'Argentine. C'est leur leader, mais l'important c'était de prendre le maillot jaune aujourd'hui, si possible avec Sorensen qui était à portée. Le plan semble être réalisé en grande partie pour l'instant. Alors les angoisses recommencent pour les erreurs de calcul, mais je crois que Sorensen est en train de prendre le maillot, puisqu'il a 23 secondes de retard par rapport à Lemond et 12 secondes de retard par rapport à Breuking. Donc on vous en dit un peu plus tout à l'heure, mais pour l'instant, si les écarts restent les mêmes, eh bien c'est Rolf Sorensen qui prendrait le maillot jaune. Et voilà une formation redoutable, les Beuclair, tous spécialistes. Rolf Sorensen, remarquez, c'est son année, il a fait des podiums toute la saison. Sorensen, Jean-Paul Olivier me démentira si mes souvenirs ne sont pas bons, mais je crois qu'il a fait 2e de Milan-San Remo et 3e des Flandres et de Liège-Bastogne. Parfait. Oui. C'est ça? Tout à fait. Oui. Vous parlez bien de Sorensen, hein? Oui, Rolf Sorensen, vous connaissez? Oui, Sorensen, et il a même gagné cette année la 9e étape du Tour de Suisse, une très belle étape. Dont il termina 15e du général. Il a fait 3e aussi, oui, effectivement, du Tour des Flandres, 3e de Bastogne, 2e du Milan-San Remo. Vous savez qu'il a été leader de la Coupe du Monde carrière en début de saison. Bien sûr. Oui. Son père a même été coureur. Il a couru dans l'équipe dans l'équipe de son pays pour les Jeux Olympiques de Rome en 60. Il s'appelait Jens. 1 minute et 58 secondes. Alors attention à Rudy Danens, c'est pas mal ce qu'il est en train de faire, mais moins bien qu'Ariostea. Donc c'est toujours Sorensen qui est maillot jaune potentiel. Patrick, il s'est fixé en Italie, Sorensen.
Il habite en Toscane, tout à côté de Florence, à Montecatini Terme, exactement. Et l'équipe Buchler actuellement à l'écran avec Roux, De Vries, Maassen, Naidam, Puls, Solveld, Van Hooijdonk, Van der Harden et Veenstra. Veenstra qui n'est pas sans nous rappeler, Jean-Paul, Serpenty. Vous vous souvenez de Serpenty? Ah, quel douloureux souvenir, Serpenty. Vous le comparez à qui, là? Pardon? Vous le comparez à qui? Je trouvais qu'il avait un petit air, mais un petit air seulement. Mais un petit air. Mais un tout petit air seulement. Hein. Oui, Yann Serpenty. Yann Serpenty avait participé à la Grande Boucle, vous vous en souvenez, il y a longtemps déjà. Je me souviens très bien. Ah, il n'avait pas terminé le tour quand même. Je le comparais à Vibren Veenstra de l'équipe Buchler. Et pendant ce temps-là, les Buchler, eux, ne plaisantent pas. Hein. Alors, tout ça pour dire, vous savez que Jean-Paul est absolument incollable sur le cyclisme. Ah bon? Et l'autre jour, il a eu une toute petite, mais alors une infime défaillance sur le dénommé Serpenty, dont il avait un peu oublié la participation au tour, mais enfin on le pardonne. Oui, mais Patrick, oui. Veenstra a un plus beau palmarès que Serpenty. Ah oui, c'est vrai. Il a gagné le Tour de Midden-Zeeland. Il a gagné l'étape au Tour de l'Oise. Il a gagné l'étape à Bessèges. Veenstra qui termine à 7e de Paris-Tour en 90. Il a gagné Veenendaal en 90 également. Et une étape du Tour de Hollande en 87. Van der Harden avec sa petite queue de cheval. Qui n'arrive plus à placer sa pointe de vitesse comme il a pu le faire pendant presque une dizaine d'années. C'est vrai que le sprint du peloton ce matin nous donnait des indications en cas d'arrivée au sprint à Dijon demain par exemple. Eh bien on retrouve Van Poppel, Museux, Bomans, De Wilde, Jalabert, Ludwig. Naidam n'était pas loin, Colodi non plus. Ce sont des bons indices pour les pronostiqueurs. Ils ont dû se faire quelques frissons entre eux. Les Buchler toujours. Les amendes vont pleuvoir parce que beaucoup de coureurs ont oublié de poser le dossard, ou volontairement ne l'ont pas fait en tout cas, mais courent sans dossard. Oui, ça, les commissaires n'aiment pas ça. C'est le cas de toute l'équipe Buchler qui va être obligée de passer à la caisse. C'est un choix délibéré. Buchler qui avait 28 secondes de retard après 17 km 500 sur Ariostea. Ariostea qui est visiblement l'équipe en forme pour ce contre-la-montre, alors que les Castorama sont passés eux avec 10 secondes, 9 secondes d'avance sur les PDM et 6 secondes d'avance sur les Z. Castorama qui a 34 secondes de retard sur Ariostea au kilomètre 17 500. Donc Ariostea ne devrait plus être inquiété peut-être. Et ça voudrait dire que nous aurions le 3e maillot jaune en 2 jours avec Rolf Sorensen, le Danois de l'équipe Ariostea. Si vous le trouvez, Sorensen, Jean-Paul, il doit être assez nerveux. Il a dû se cacher dans la voiture de son directeur sportif et attendre maintenant le résultat. Oui. Il n'est sûrement pas rentré à l'hôtel parce qu'il sait qu'il sera sans doute sur le podium tout à l'heure. L'arrivée des Buchler. Il n'est pas redescendu, effectivement. Les Banesto. Les Banesto arrivent maintenant derrière les Panasonic. Les Buchler arriveront dans 3 minutes 30 environ. Dans cette équipe Banesto, eh bien, une petite déception encore. Bernard Hinault, on avait fait les favoris de ce contre-la-montre par équipe. On demandera peut-être à Philippot, Jean-Paul, ou à Dominique Arnaud, ou à Jean-François Bernard. Tout à fait. Comment l'équipe a souffert, puisqu'elle s'est scindée en deux à 2 ou 3 reprises. Je suis sur le pied de guerre. Indurain facile devant Delgado. Et Jean-François Bernard était dans le même temps. Alors que Dominique Arnaud est un tout petit peu attardé, quelques secondes. Indurain a fait un gros numéro visiblement. 2 minutes et 28 secondes pour l'équipe Banesto. Jean-François Bernard, c'est celui qui avait le Castor. On va faire un petit point sur le classement général pour voir, enfin général, classement de cette étape, pour voir que Ariostea est en tête devant Panasonic à 35 secondes, Classe à 45, Motorola à 59 et Gatorade à 59 également. 5 équipes en 1 minute, avec les Banesto qui viennent s'intercaler maintenant. Il reste maintenant 4 équipes qu'on attend sur la ligne. Buchler, que l'on a vu tout à l'heure, les Z, PDM et Castorama. Avec le classement donc, dont nous vous parlions,
Les Banesto en 6e position, à un peu plus d'une minute. 5 équipes en 1 minute. Mais déception tout de même. Je crois que ce matin, des équipes ont fait beaucoup trop d'efforts. Enfin, trop d'efforts, elles en sont récompensées puisqu'elles ont fait la différence. Mais c'est ce qu'ont payé sans doute, ou ce que payent actuellement les aides que l'on découvre à l'écran. Oui, Jean-Paul. J'ai Dominique Arnaud à mes côtés, puisque Jean-François Bernard a refusé l'interview. Il est parti, semblait très marqué. Alors Dominique Arnaud, comment s'est passée cette étape? Apparemment, beaucoup de problèmes. Vous savez, l'équipe s'est coupée en deux à un certain moment. Oui, mais je crois que l'arrivée, on fait un temps très bon. Je pense qu'on doit être dans les seconds, troisièmes. Les équipes qui sont déjà parties, il n'y en a que 4 derrière, donc on va être au pire 6e. L'an passé, nous avons fait 14. Donc je pense que si l'équipe s'est coupée par moment, elle se soudée par la suite, c'est parce que ça allait très vite. Il est déjà 6e, hein, il se trompe. Vous êtes déjà 6e, hein, attention. Hein. Ah bon, on nous avait dit mieux. Bon, de toute façon, je crois qu'on s'est battu à la limite de nos forces. On avait eu du grand Miguel et c'est de bon augure. Alors comment expliquez-vous qu'un garçon comme Delgado se soit fait piéger ce matin dans cette étape? Je pense qu'il avait quelques problèmes quand il y a eu la course, quelques problèmes techniques. Et donc, nous étions devant, mais sans lui. Il était impossible de redescendre le chercher parce qu'à ce moment-là, ça roulait très vite. On a de suite enclenché la vitesse, mais personne n'a voulu rouler avec nous, sauf Gatorade sur la fin, mais c'était trop tard. Merci Jean-Paul. Nous avons les aides à l'image, ils ne sont que 8. Ça voudrait dire que Kvasvol a été lâché tout de suite. Des nouvelles avec Thierry Blanco sur la moto. Oui, tout à fait. Kvasvol a été lâché après 16 km de course. Il est tout seul à poursuivre son effort et va vraisemblablement terminer avec la formation qui court après elle, c'est-à-dire les PDM. Enfin, pas avec eux parce que c'est pas permis, hein, mais derrière eux ou devant. Dites-moi vos impressions, Thierry, sur la moto. L'équipe Z a l'air de marcher bien, mais les temps ne sont pas terribles puisque Castorama et PDM sont à peu près dans le même temps. Castorama faisant même mieux. Bah, écoutez, là pour l'instant, je suis derrière l'équipe Z. Je vais terminer avec les Z qui, eux, essaient bien entendu d'aller au maximum. Et croyez-moi, on file à plus de 70 km/h alors qu'il ne reste que 5 km avant l'arrivée. Les Bucler sur la ligne. Merci Thierry. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des informations à nous donner. L'équipe Bucler donc qui va franchir la ligne derrière les Ariostea assez nettement. Donc on peut d'ores et déjà dire que le maillot de Greg LeMond est en danger. Si vous le pouvez, Thierry, vous vous mettez à la hauteur de Roger Leget pour lui demander si c'est sciemment que l'équipe Z a décidé de ne pas défendre ce maillot et si vraiment il est conscient que Sorensen est en train, Rolf Sorensen, de voler le maillot jaune à son leader Greg LeMond. Thierry, vous m'entendez? Oui, Patrick, je m'approche de Roger Leget. Dans quelques instants, je vais vous proposer cette interview, le temps de parvenir à la hauteur de la voiture de Roger Leget. Je vous rappelle. Merci, alors que c'est toujours Greg LeMond qui a pris là un bien beau virage. Il a gagné 2 mètres sur ses équipiers. Ouais, il est sûr il a de lui, vraiment une belle technicité. Voilà, il leur fait mal là. Ouf. Évidemment, il ne faut pas s'étonner si par la suite, lorsqu'il a imposé un relais avec cette vigueur, si par la suite les autres sont un peu moins saignants, comme l'on dit. Passe plus vite aussi. Il est en train de faire un contre-la-montre individuel, Greg, là, avec, Oui, mon cher Thierry, nous vous écoutons attentivement. Je suis aux côtés de Roger Leget. Alors, Roger Leget, vous avez décidé de ne pas défendre le maillot jaune de Greg LeMond. Oh! Chute à l'instant même, chute de Le Marchand, alors que nous étions en train d'interviewer Roger Leget, Le Marchand qui repart. C'est sans gravité, mais la formation est terminée, donc un 7. Je ne sais pas si l'hélicoptère peut élargir. On a entendu la chute, si je puis dire. Thierry, on vous écoute pour l'interview, mais je pense que Roger Leget est pour l'instant occupé à d'autres tâches avec cette chute de Le Marchand. On l'écoutera sans doute un petit peu plus tard. On va le laisser travailler, Roger Leget. Duclos Lassalle n'est pas l'un des moins actifs. Il vous impressionne, Greg LeMond, oui, bien sûr, cette façon de remonter. Il était gêné sans doute par la chute puisqu'il avait perdu une dizaine de mètres. Il n'a même pas sifflé pour qu'on l'attende et l'aider à boucher le trou. Et c'est lui qui maintenant impose encore un relais. Prenez votre chrono, vous allez voir qu'il mène 5 à 8 secondes de plus que les autres.
C'est-à-dire une bonne centaine de mètres. Mais il pourrait aller beaucoup plus vite, mais simplement, bon, il reste avec ses équipiers. C'est aussi nécessaire de garder ses équipiers. Regardez comme il est tranquille. C'est étonnant cette image. Il les regarde tous les uns après les autres. Il regarde leur visage pour voir comment ils sont. Ah, il sera difficile à aller chercher. Il est facile. Il est facile. Il est même prudent, il n'est pas collé au coureur qui est devant lui. Il ne veut pas risquer la chute. Quand il passe, il passe près et voilà. Déjà lui, on n'a pas vu le temps passer. Il n'y en a que 3 qui ont mené depuis son dernier relais. Ah, il est vraiment très bien. Alors qu'on va voir maintenant le match. Voici les PDM avec la moto numéro 2. Les PDM de Breukink. Le maillot jaune pouvait se jouer entre les deux hommes, Lehmann et Breukink à 11 secondes l'un de l'autre. Mais il y avait des arbitres, je vous le disais. Rolf Sorensen en faisait partie. Et Sorensen va peut-être prendre le maillot. 23 secondes de retard sur Lehmann ce matin. 12 sur Breukink. Alcala facile, toujours des développements plus réduits que les autres. L'arrivée des aides avec le maillot jaune, très applaudi, très attendu ici. Il est perdu le maillot jaune. Il est perdu, top. Depuis 1 seconde maintenant, le maillot jaune est perdu. Il fallait arriver en 41-46 pour préserver le maillot. Eh bien, c'est manqué. Le maillot jaune est perdu. Avec Bruno Cornillon en deuxième position. Voilà, 4e seulement. 12 dure journée, et 14. 26 secondes de retard pour Lehmann de classement général sur Rolf Sorensen. Sauf erreur. Voilà donc un maillot jaune qui s'en va. Et c'est une nouvelle sensation avec Rolf Sorensen et l'équipe Ariostea. Je ne suis pas certain que Greg tenait à faire comme d'autres champions de son espèce ont pu le faire dans le passé, c'est-à-dire prendre le maillot jaune dès le premier jour et le conserver. Ça ne l'intéressait, mais alors pas du tout. C'est vrai que ce n'est pas son type de course. C'est dommage d'ailleurs. Patrick, ça aurait été plein de panache. Oui, mon cher Jean-Paul. Je suis avec Gilbert Duclos-Lassalle. Alors Gilbert Duclos-Lassalle, comment s'est passée cette étape et d'abord des nouvelles de Lehmann? Greg il marche super, mais il n'a pas eu de chance parce que dès qu'on est parti, il a crevé au bout de 50 mètres de course. Dès qu'il a été lâché de la rampe de lancement, il a crevé la roue avant. Et ça nous a fait perdre, ça nous a désorganisé notre départ. Donc automatiquement, il a fallu toujours aller à la recherche du temps, mais en ce qui concerne Greg, il marche très fort. Il perd le maillot de 26 secondes, c'est justifié par cette crevaison? Alors, il perd le maillot de 26 secondes. Est-ce que vous estimez que si cette crevaison n'était pas intervenue, il aurait encore le maillot sur les épaules? Disons que s'il n'avait pas crevé, c'est sûr qu'on aurait peut-être perdu moins de temps, mais c'est pas fini, c'est que le deuxième jour. Hein. Dites-moi, ça fait un petit peu vos affaires finalement de ne pas avoir le maillot dans l'équipe. Vous allez être moins surveillé maintenant? En disant ça fait nos affaires, mais enfin, on sait qu'on est les vainqueurs sortants, donc automatiquement c'est les challengers qui vont attaquer, donc à nous aussi de ne pas tomber dans un piège comme certains sont tombés ce matin. Voilà, merci Gilbert Duclos-Lassalle pour cette analyse, toujours très intéressant Gilbert, puisque c'est le poids performant de cette équipe, c'est le capitaine de route, l'ancien, et c'est lui qui parfois donne les ordres, notamment aux jeunes de l'équipe, mais il faut dire que cette formation a beaucoup d'expérience. Nous allons essayer d'approcher Greg Lehmann. Ah oui, ce serait bien, merci Jean-Paul. N'oubliez pas de jouer avec nous, hein. C'est pas une étape en ligne, mais vous pouvez 36-15 Stade 2, le coureur qui anime l'étape de la plus belle façon, avec nos amis des cycles Peugeot qui patronnent, qui parrainent notre retransmission. Donc n'hésitez pas à taper 36-15 code Stade 2, il vous reste encore quelques minutes, faites vite. Le coureur qui a animé cette étape de la plus belle façon. Avec un dernier suspense, eh bien ce sera cette équipe PDM pour savoir si Breukink, lui, peut préserver le maillot, prendre le maillot à Greg Lehmann. Oui, mais il fera le sacrifice d'Alcala dans cette histoire, car Alcala, depuis 5 minutes, bat sérieusement de l'aile. Or, c'est un homme qui prétend lui aussi aux premières places du classement général. Mais pour l'instant, tout pour Breukink sous la flamme rouge. Voilà Alcala, c'est surprenant. On va perdre 20 secondes d'ici la ligne. Les PDM avec Alcala qui tente de raccrocher le wagon.
Il a du mal, Alcala. Oh oui. Il a eu une défaillance là assez étonnante. Et pourtant, il était dans le bon coup ce matin. Il le paye ce bon coup de ce matin, finalement, hein, les PDM et les aides. Tous sauf Sorensen. Alors, est-ce qu'ils sont 5 devant les PDM? C'est ça qui est important. Oui, ils sont 5. Ils courent intelligemment. 41-35. Top! C'est fini. Broking n'est plus maillot jaune. Il fallait qu'il réalise moins de 41-35. Il perd également la possibilité de prendre le maillot. Alors attention, c'est important maintenant de savoir de combien il est battu. S'il passe... il faut qu'il arrive en 42-01 pour rester devant Lemon. Ce ne sera pas le cas. Voilà, 42-01. Oh là là, 42-02. Que je n'aime pas prendre des risques comme ça. Ça fait 25-28. Sauf erreur, il serait à 2 secondes derrière Lemon au général. Lemon resterait derrière Broking. Je dis bien resterait. Hein. Ce sont des comptes effectués sur le coin d'une feuille de papier. Donc pour l'instant, nous aurions Sorensen maillot jaune et Lemon et Broking que derrière. Voici les Castorama de Laurent Fignon. Pour la réhabilitation, ils font un beau truc. Ils font un beau truc, tout à fait, les Castos. Alcala, grosse défaillance. Fignon, Arnoux, Bagot, Lavenne, Leblanc, Marie, Rich, Pascal Simon et Bichot. Oh là là. Très vite sur la fin, les Castorama. Les Castos qui étaient à 20-29, donc à 37 secondes des Ariostea lors du 17 km 500, mais ils finissent très fort, les Castos, et vraiment ils sont en train de faire une belle démonstration. Au bout de la route, c'est le drapeau rouge, 1 km de la ligne donc. Il n'y avait pas de Castos ce matin dans la bonne échappée. Non. Bagot qui jusque-là a tout donné. Maintenant, ce sont ceux qui disposent encore de quelques réserves. Oh, il reste 2 km. À 2 km et 9. Oui. Oh là là. Non. Ça va faire du 41-50 peut-être. Du 41-40 s'ils vont à 60 à l'heure. Mais c'est important quand même cette performance des Castorama parce que l'équipe est maintenant ressoudée. Cyril Guimard nous précisait hier que ça n'avait jamais été menacé, cela, mais il fallait quand même le résultat et le comportement de la formation dans la course contre la montre par équipe, celle-ci donc. Et là, je crois qu'effectivement, Cyril Guimard peut être totalement rassuré. À une info, Alcala a été victime d'une crevaison à 2 km de l'arrivée. Ce n'est pas une défaillance. Il était important de le souligner. Alors que Castorama, eux, n'ont pas de défaillance. Et qu'à 60 à l'heure, il remporterait cette étape. Puisqu'on met 1 minute pour faire 1 km à 60 à l'heure. Je ne sais pas où je vais la prendre. Je pense qu'ils peuvent gagner l'étape. Patrick ? Ce serait une belle sensation. Oui, Jean-Paul, on va vivre l'arrivée des Castorama. Oui. Avec un suspense pour la victoire d'étape. C'est possible, c'est jouable. Ce serait une nouvelle victoire française. Ce serait somptueux pour les Français. Sont là, hein. Je les laisse arriver. Ah, ils sont capables de le faire. Quel bel exploit serait-ce pour Laurent Fignon, piégé ce matin avec ses équipiers, mais qui prendrait là une merveilleuse revanche. C'est faisable, il faut aller jusqu'au bout à fond. Les Castorama, quelle belle surprise serait-ce de les trouver là vainqueurs. Ce serait une deuxième victoire française en 3 étapes. Laurent Fignon, chef de file, va emmener son équipe sans doute à la victoire d'étape. Belle remontée au classement général. Ah oui, c'est jouable, c'est bien ce qu'ils sont en train de faire. Aïe, aïe, aïe. Quel beau suspense, décidément, on aura tout eu dans ce Tour de France. C'est faisable à 400 mètres de l'arrivée, ça va être difficile. Plus que 10 secondes. Que ça va être difficile. Ah non, il va en manquer un petit peu. Il va en manquer un peu pour la victoire d'étape des Castorama. 5-6 secondes. Il fallait terminer exactement à 60 à l'heure. Ils n'y sont pas parvenus, mais ils vont échouer de quelques secondes. Quelle belle performance des Castorama. Top. 8 secondes. 8 secondes seulement, mais une deuxième place qui va faire très chaud au cœur à toute l'équipe de Cyril Guimard. Bravo, superbe performance des Castorama. Que c'est bien fait. Regardez Laurent Fignon qui a tout donné. Il faut compter encore sur les Castorama et c'est une des bonnes nouvelles de cette journée. Oui. De cette première journée. Il y a tellement d'enseignements dans cette journée avec des petits drames, des choses sérieuses. Le départ raté de Roche, le sursaut de Lemon. Il y aura de quoi écrire ce soir pour toute la presse. Et nous, il y a eu de quoi dire. Et la remontée de Laurent Fignon va être intéressante au classement général. Ça récupère une grande partie de ce qu'il a perdu ce matin. Rendez-vous compte, une journée étonnante.
Ce matin, ils perdent une 44. Et cet après-midi, ils les reprennent pratiquement à l'arrivée du contre-la-montre par équipe. C'est vraiment très 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 étonnant ce qui arrive ici. Et c'est fantastique. On s'attendait vraiment pas à ça. Quelle belle journée. Alors, oui, avec Laurent. Oui, avec Laurent Fignon. Laurent Fignon qui est près de nous et qui dit que l'équipe tournait bien. Il est en train de se rafraîchir un instant. Oui, vous savez, on est un peu déçus parce que deuxième à 8 secondes, c'est peu. Encore 8 secondes. Mais l'essentiel, c'est de prendre du temps à tout le monde derrière. Et ça, c'est bien. L'équipe tournait vraiment très bien. Castorama, c'est une équipe qui tourne bien, contrairement par équipe. Toujours, on a toujours bien tourné. Et on l'a prouvé encore aujourd'hui, c'est bien. Vous effacez un petit peu votre déception de ce matin. Vous savez, moi, ce matin, quand c'est parti, j'étais obligé de changer de vélo. J'avais cassé quelque chose dessus. Et c'est pour ça, peut-être, que je suis pas devant. Je dis pas que j'aurais été, mais j'avais plus de chance, en tout cas. Donc, c'est de la malchance. Évidemment, je suis déçu, mais le principal, c'était aussi de faire la différence cet après-midi pour reprendre du temps. L'essentiel, c'est aussi d'avoir le moral. Là, on l'a. Voilà. Merci à vous. Selon nos premiers calculs, il prendrait plus de 40 secondes à Lehmann, vous pouvez lui dire. Et il prendrait plus de 40 secondes à Lehmann, ça veut dire qu'il rattraperait... il aurait plus qu'une minute de perdu ce matin. Quelle sensation, Robert. On s'était dit on va partir tranquille dans ce Tour de France, on va pas mettre tout de suite la pression. Et là, il arrive des choses toutes les 2 secondes. Vraiment, toutes les 8 secondes, comme dirait Fignon, qui prend un rendez-vous malheureux avec un retard de 8 secondes. Quelle performance. Et on va assister donc aux remises de maillot. Avec cette sensation, donc sauf erreur de notre part, donc Sorensen a pris le maillot. Je suis impatient de le voir sur le podium d'ailleurs, parce que comme ça on sera sûr de ne pas s'être trompé. Et puis on va voir également Lehmann juste devant Broking. Les 2 hommes vont être à 2-3 secondes. Voici donc, regardez comme ils sont contents, l'équipe Ariostea, leader avec Argentine, Cassani, Gengialta, Conti, Eli, Gols, Leli, Lieti et Rolf Sorensen. Voici donc cette équipe Ariostea, leader pour 8 petites secondes. Pauvre Laurent Fignon. Regardez comme ils sont contents. Oh là là, quelle joie. Et Sorensen, il peut être content. Ça va faire un beau maillot jaune, Rolf. Et en dépit d'une chute dans le dernier kilomètre pour le leader de la formation argentine. C'est vrai. C'est vrai que Laurent Fignon ne peut ne pas avoir trop de regrets, parce que c'est vrai qu'il y a eu la chute également qui leur a fait perdre encore quelques secondes. Donc les Ariostea ont remporté cette étape sans discussion. Victoire d'étape pour Ariostea. Prise du pouvoir avec en présence de monsieur Jean-Jacques Kéran, que vous avez reconnu, maire de Bron, la ville de départ et porte-parole du PS à l'Assemblée nationale, qui remettait donc ce bouquet. Oui, Jean-Paul. Oui, pour apporter une toute petite précision. En ce qui concerne Sorensen, il a remporté sa première grande victoire en 1987 à Tirreno Adriatico. Le premier, grande victoire aussi professionnelle. Il a 27 ans. Il a 27 ans. Et puis cette année, vous avez souligné son palmarès. Et qu'il a été rodé par un très bon Tour de Suisse. Le Grand Prix Serrami également en 87, non? Pardon? Vous n'avez pas gagné le Grand Prix Serrami également en 87? Oui, il a aussi à son palmarès le Tour de Sicile. Pareil Tour, bien sûr, ça vous l'avez déjà dit. Il est toujours bon de le rappeler. Il a une belle gueule à son palmarès. Il a une belle gueule aussi, comme on dit. Regardez un peu le beau maillot jaune que ça fait. Il a 27 ans. Rolf Sorensen, le nouveau maillot jaune du Tour de France. Après Thierry Marie, après Greg LeMond, Rolf Sorensen. Quel beau maillot jaune. Pourvu que le Fourier ait prévu assez de maillots pour tous les coureurs du Tour de France, puisque ça change tous les jours. Et voilà. Le beau maillot jaune donc pour Rolf Sorensen. Alors qu'on nous donnera le résultat du jeu tout à l'heure sans doute. Celui qui a animé l'étape de la plus belle façon. C'est le jeu que nous pouvons animer chaque jour sur Antenne 2 pendant le direct. Voilà, on attend peut-être le classement général ou on le découvrira dans Vive le vélo tout à l'heure avec Gérard Rolls. On découvrira ce classement général avec l'émission de Gérard, donc dans quelques minutes. Il est temps, je crois, de rendre l'antenne. Robert, merci pour... je crois qu'on a vécu une